Et en fait, c'est ça le problème, c'est que il y a ce qui brille et il y a ce qui marche. Mais c'est pas toujours ce qui brille, ce qui marche. Bienvenue sur JB Podcast. Salut les anticonformistes et bienvenue dans cet épisode 140 du podcast. Aujourd'hui, du coup, un épisode un peu particulier, même totalement particulier, puisque c'est une interview dans laquelle j'ai interviewé Antoine BM, aussi connu sous le nom de Antoine Blanche-Maison. Donc dans cette interview, on aborde pas mal de sujets, notamment bien sûr la création de contenu, puisque Antoine est créateur de contenu, l'organisation et d'autres sujets divers et variés. J'espère vraiment que cette interview va te plaire. Je pense qu'il va te plaire puisqu'il est assez long, assez complet et je suis Antoine depuis longtemps, donc j'ai pu un peu lui poser les questions que je voulais vraiment lui poser et c'était pour moi, c'est ce qui est important avec les interviews que je vais faire. Donc voilà, j'espère que cet épisode te plaira. Je te laisse tout de suite avec l'interview. Bonne écoute. Merci Antoine de m'accorder cette interview. Merci à toi, JB. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire ce que tu fais dans la vie? Ouais, alors moi je gagne ma vie en envoyant un email par jour et j'aide les gens. Je vois que tu souris. J'aime bien cette façon de présenter le truc, tu vois, Ouais, parce c'est que c'est bien. classe. Ouais, Les gens c'est disent, ça, ah ouais, un email exactement. par jour, parce que moi j'en envoie plein d'emails par jour et ça suffit pas, quoi. Et non, en fait, simplement, je vends des formations en fait pour aider les gens à monter une activité sur le web, à vivre de leur contenu, à vivre de leurs idées, à se marketer. Et je vends ces formations en fait grâce à l'email quotidien que j'envoie où je donne des conseils gratuits. Donc, les gens que ça intéresse s'abonnent au mail, les gens qui veulent aller plus loin achètent les formations. Et je fais ça depuis, alors ça fait 6 ans que je crée du contenu, ça fait 3 ans que j'en vis à plein temps. J'ai fait des vidéos, des podcasts, des articles de blog et aujourd'hui des mails. Et du coup, aujourd'hui, comme tu dis, tu en es au mail. Et à Ouais. l'origine, il y a 6 ans, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est parti, je vais créer du contenu et vendre et vivre de ça, quoi? Et- ouais, attends, c'est mon chat qui essaie de me fouetter. Ouais, non, je suis tombé en fait par hasard dessus. J'ai eu de la chance que je suis tombé dessus au bon moment. Enfin, pas franchement au bon moment parce que c'était quelques mois avant de passer mon bac, mais j'en avais besoin parce que j'avais besoin d'un échappatoire. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire après. Et là, je suis tombé en fait sur des blogueurs en France qui faisaient ça. Et je me suis dit, ça a l'air cool, ça a l'air pas mal. J'ai envie de faire la même chose. Et donc, j'ai monté mon propre truc. Alors, au début, j'ai un peu copié, que j'ai un peu fait pareil qu'eux. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai cherché mon style, j'ai trouvé mon style, j'ai développé mon audience à moi. Et j'ai commencé à faire des ventes, à vendre des formations. Puis j'ai vu que ça marchait, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à me donner 50, 100 euros parfois pour avoir des conseils. Parfois des gens qui avaient le double de mon âge, c'était bizarre, tu vois. Puis je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être que ça peut marcher si je le fais à plein temps. Je me suis lancé à plein temps, j'ai fait une année de césure. Et en effet, ça a fini par payer. Et parce que du coup, tu étais en école de commerce, c'est ça quand... Ouais, ouais, c'est ça. Bah, quand j'avais mon blog, donc c'était entre 2015, non, entre 2012 et 2015, j'étais en école de commerce aussi. Et j'ai un petit peu fait les deux, mais j'ai un petit peu, tu vois, j'étais pas très sérieux sur mon travail à ce moment-là, sur le blog, parce que tu vois, j'avais une nouvelle vie qui était plus cool, j'avais des potes, je sortais pas mal, et du coup, forcément, je me suis un peu éloigné de cet objectif-là. Ouais. Et au bout de 3 ans d'école de commerce, il a fallu que je fasse 2 stages qui étaient pas très intéressants pour me dire, allez, j'ai pas envie de cette vie-là, j'ai pas envie de devenir salarié, j'ai pas envie de rentrer dans ce monde-là. Ça m'intéresse, ce qui est prévu pour moi ne m'intéresse pas, et je sentais très fort que la suite en fait de mon école de commerce, c'était de bosser au service marketing de chez Yoplait. Ouais. Et j'aime pas, je veux pas, je veux pas faire la pub de yaourt. Et je me suis dit, faut pas que je fasse la pub de yaourt, faut que je fasse mon truc à moi et que je parle de ce que j'aime, quoi. Donc ça m'a motivé. Et puis j'ai toujours adoré créer du contenu, c'est quand même génial, tu vois. Là, ce qu'on fait, c'est quand même cool. J'ai mon iPad devant moi, tu as ton ordi devant toi, et puis on discute, Ouais. on parle de ce qui nous passionne et on peut monter un business autour de ça. Enfin, pour moi, c'était un rêve, quoi. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est quand même sympa, quoi. Et quand tu as commencé, est-ce que tu t'es dit, genre, tu connaissais du coup des gens qui faisaient un peu ça, enfin des blogueurs, tu suivais des personnes, mais est-ce que tu t'es dit, c'est une montagne énorme, genre, si je réussis, c'est vraiment exceptionnel, ou tu te disais, il y a moyen quand même de réussir là-dedans, quoi?
Alors, je me suis jamais dit que je ne pouvais pas. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait moyen. Si j'y avais pas cru, j'aurais même pas commencé. Ouais, Donc, je savais qu'il y avait moyen. Malgré tout, ça me paraissait quand même très loin, sachant que, tu vois, à 18 ans, c'est quand même assez rare d'avoir gagné sa vie par soi-même autrement qu'avec de l'argent de poche en faisant des babysitting. ouais. Je me disais, je vois pas vraiment pourquoi les gens demanderaient de l'argent comme ça sur Internet, sachant que j'avais déjà fait des tas de blogs et des tas de trucs, j'avais jamais gagné un centime. Tu vois, le plus loin où j'étais allé, c'était un blog sur l'iPad que j'avais lancé, qui s'appelait iPaddy, tu vois, déjà le nom était pourri. J'avais mis un peu de publicité Google AdSense dessus. Je me suis dit, ah, c'est génial, on peut gagner de l'argent. J'avais dû gagner 1 euro en 6 mois. Enfin, Ouais. c'était moyen pour payer un loyer. Donc, ça me paraissait quand même assez loin, mais ça me paraissait logique. Les mecs qui faisaient ça avaient l'air d'avoir un plan logique. Ils disaient, voilà, tu crées du contenu, tu intéresses les gens à ton contenu, tu fidélises une audience, ensuite tu vends des produits. Alors, ils parlaient pas seulement de vente de formation, ils parlaient aussi de faire de l'affiliation, faire des articles sponsorisés, etc. Et j'ai commencé par ça d'ailleurs. Mm. J'ai fait des articles sponsorisés, j'ai fait des trucs comme ça pouvait rapporter parfois plusieurs centaines d'euros. Et tu es toujours content, tu vois, quand tu vis chez tes parents, que tu as 18 ans, gagner 400 euros pour un article, tu es content, quoi, Ouais. tu les prends. Et après, c'est vrai que quand j'ai commencé à vendre mes propres produits, je me suis dit, ouais, mais en fait, je peux gagner beaucoup plus que ça. Je pourrais faire un salaire. Si je faisais sérieusement et que je faisais de manière régulière, je pourrais faire entrer un salaire. Et à l'époque, c'était tout ce que je voulais. Tu vois, moi, je voulais pas. Tu vois, je voulais pas devenir riche avec ça. Je pense que si tu veux devenir riche, tu crées pas un blog. Il y a plein Oui. d'autres moyens qui te viennent en tête avant. Moi, tout ce que je voulais, c'était être libre et faire ce que j'aime. Et cette optique de faire un blog pour gagner sa vie, ça correspondait parfaitement à ça parce que d'abord, tu choisis tes horaires, tu choisis là où tu vis, tu n'as pas besoin d'être en one-to-one avec un client ou avec un patron, ce qui est quand même une liberté géniale. Tu travailles selon tes propres termes et surtout, bah, c'est un truc qui te plaît parce que si tu aimes créer du contenu, si tu aimes partager des idées, voilà, c'est logique, c'est sain. Je pense qu'il n'y a rien de plus sain quand on aime quelque chose que de vouloir en vivre, Mm. vouloir en faire son métier. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour moi, c'était vraiment. Je l'ai vu d'abord comme un bon plan. Et ensuite, j'ai développé une vraie passion autour de ça et un projet de vie, quoi. Au départ, je pensais pas faire ça pendant 20 ans. Mais une fois que ça a commencé à marcher, je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc-là. Enfin, c'est fait pour moi, quoi. Et du coup, là, tu te dirais que tu ferais ça encore pendant 20 ans, là? Pourquoi pas, ouais. Je peux pas me projeter parce qu'il y a 10 ans, j'aurais été incapable de dire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc, je peux pas dire ce que je ferai dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais je crois que ça marchera toujours dans 20 ans. Je crois que ça marchera de manière. Je suis pas du tout. Je crains pas que ça ne marche plus. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde qui fera ça. Ce sera peut-être plus difficile. Il y aura plus de concurrence, mais il y aura aussi plus de clients. Il y aura un marché qui sera plus gros. Je pense aussi qu'on utilisera forcément des plateformes qui seront différentes. Il y a 20 ans, YouTube n'existait pas. Je ne sais pas pourquoi YouTube existerait toujours dans 20 ans. On n'en sait rien. Que ce soit YouTube, que ce soit le podcast, soit tout ça, Mm. ça va forcément évoluer. Donc, on le fera de manière différente, mais je pense que ça marchera toujours parce que c'est quand même basé sur une relation de personne à personne. Et une relation de personne à personne, c'est pas comme une relation de personne à marque, c'est une relation qui peut vraiment durer des décennies. Quand tu as un mentor, bah, ça peut rester ton mentor pendant 10 ans, 20 ans. Et je crois beaucoup en ça, et je crois beaucoup à l'art de créer une relation avec les gens, de leur apporter de la valeur et de faire en sorte que les gens puissent te suivre, pas seulement sur 3 mois ou pour résoudre un problème précis, mais te suivre sur plusieurs années parce que tu les aides à avancer. C'est vrai que tu en parles souvent de ce point-là. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, dont moi et d'autres personnes qui te suivent depuis longtemps au final. Genre, Ça fait combien de temps que tu suis ma je chaîne, toi? pense que ça doit faire 4 ans maintenant. Ah ouais, donc C'est c'était à l'époque des de vlogs et tout Masterblog, ça. non? Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est dingue. Bon, alors, il y en a pas, je dirais pas que le plus gros de mon audience me suit depuis aussi longtemps que toi, mais tu vois, il y en a quelques-uns et ça fait plaisir, forcément. Ça fait plaisir de dire, putain, ça fait 4 ans qu'il me supporte et il est toujours là, tu vois. Ouais. Et moi-même, du coup, bah, ça m'encourage à inciter les gens à créer ce type de business-là parce que je me dis, voilà, c'est pas comme si tu lançais un truc ou une app ou un machin qui peut marcher, mais qui peut aussi s'écrouler, qui est quand même assez aléatoire. Mm. Là, c'est un truc solide, quoi. La relation avec quelqu'un, c'est quand même quelque chose de solide. Et toi, dès le début, tu t'es dit ça, genre parce qu'il y a quand même dans le blogging et tout ça, il y a pour connaître un peu les trucs qui se disent dessus, c'est tout le monde n'est pas forcément en mode nouer une relation vraiment avec l'audience, tu vois. Toi, Non. c'était quelque chose Bah, dont tu étais conscient dès le début? ouais, il y a un peu deux écoles, je dirais. Il y a l'école des gens qui aiment créer du contenu dans le monde des créateurs de contenu et Ouais. l'école des gens qui aiment pas créer du contenu. Et je veux pas faire de jugement de valeur, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, simplement c'est différent. Je pense que les gens qui aiment pas créer du contenu, ce qu'ils aiment, c'est monter un business et c'est faire du marketing. Et donc, ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont monter soit des sites de niche, soit des tunnels de vente dans leur thématique qui vont automatiser, essayer de faire un business evergreen qui tourne tout seul. Et c'est un truc qui peut marcher pendant un certain temps, mais
Forcément, un tunnel de vente, tu peux pas le laisser en automatique pendant 5 ans, ça n'existe pas. Il y a des choses qui évoluent, il y a tout qui change en fait, donc il faut savoir évoluer en même temps. Et puis à l'école, des gens qui aiment créer du contenu et qui n'ont pas envie de déléguer ça, qui n'ont pas envie de devenir une sorte de grand Manitou qui fait des tunnels de vente et qui gère une équipe. Des gens qui ont juste envie de créer du contenu simplement et d'être bien payés pour ça. Et donc ça, c'est plus les gens qui me suivent. Et moi-même, j'ai été influencé par des gens qui faisaient ça. Et ça va plus, on va essayer de construire une activité autour de notre passion, c'est-à-dire autour de ce qu'on a à communiquer. Et au lieu d'essayer de sortir de cette activité-là en déléguant la création de contenu, en ayant une équipe, en montant un système, au lieu d'essayer d'en sortir, on va au contraire essayer de rester dedans et d'éliminer tout le superflu. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sans ce qu'on n'aime pas. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être faire de l'administratif, faire de la compta, faire des partenariats, avoir une équipe, justement, faire du management et tout. Si on n'aime pas ça, et c'est ça la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut vraiment très bien gagner sa vie, et j'ai pu le tester, en restant tout seul, quasiment tout seul. Enfin, moi, j'ai un assistant, mais c'est tout. Et en passant le plus gros de son temps à créer du contenu, que ce soit des vidéos, des podcasts, des mails, des articles de blog ou des formations. Et ça, c'est vraiment c'est super à savoir pour les gens qui aiment ça, en fait. Ouais. Quand tu n'aimes pas ça, tu as d'autres gens qui vont te montrer comment on fait des tunnels de vente, etc. Et c'est très bien. Mais si tu aimes ça, y a plein de trucs à faire avec ça. C'est ça qui est cool, quoi. Ouais, au final, quand tu aimes créer du contenu, la seule limite que tu as, c'est à peu près ta créativité, quoi, sur le contenu que tu fais et tout ça, sur le message que tu donnes. Et t'es pas... Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, sur tes 6 ans, depuis, quel a été le moment le plus difficile pour toi, que ce soit pas forcément d'un point de vue business, mais même mentalement, tu vois, un moment qui a été difficile? En vrai, il y avait pas mal de moments difficiles. La principale difficulté, je pense, quand tu fais cette activité-là, c'est la solitude. Beaucoup de gens ne le voient pas, en fait, parce que forcément, quand tu essaies de convaincre quelqu'un de le faire, tu vas surtout lui parler du fait de ne pas avoir de patron, de se lever à l'heure que tu veux, de voyager, etc. Ouais, Mais en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que le monde du salariat, c'est beaucoup de contraintes, mais c'est un package, en fait. Et dans ce package, tu as des contraintes qui sont que tu fais pas ce que tu veux quand tu veux, quoi. Tu as des règles, mais en même temps, tu as aussi des choses qui sont gérées pour toi. Par exemple, tu n'as pas à t'occuper de ta vie sociale parce que la boîte t'offre un cadre social avec des gens, avec une machine à café, avec une salle de réunion, etc. Donc, tu n'as pas vraiment à t'occuper de ça. D'ailleurs, beaucoup de gens, je sais pas, trouvent l'amour dans leur travail et je sais pas, fondent une famille avec leurs collègues. Ça arrive très souvent. Donc, on t'apporte déjà un cadre social. On t'apporte aussi une discipline, c'est-à-dire que le fait de t'obliger à venir tous les matins à la même heure, ça t'oblige à te lever tous les matins à la même heure, ce qui te force une certaine discipline. On t'oblige à avoir des résultats. Et tout ça, en fait, tu le perds ouais, quand tu crées ta boîte. Tout le monde s'en fout de tes résultats quand tu es entrepreneur. Il n'y a personne qui est là à te cravacher, à te mettre la pression. Tout le monde s'en fout de tes résultats. Tout le monde s'en fout à quelle heure tu te lèves. Tout le monde s'en fout si tu es tout seul la journée. Donc, d'un coup, c'est ta responsabilité. Et l'erreur qu'on peut faire souvent quand on se lance, et c'est pour ça que beaucoup d'indépendants finissent finissent pas très bien et retournent au salariat, c'est que on pense que notre seul boulot en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur, ça va être de générer des revenus et de trouver des clients. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, notre boulot, c'est de gérer tout ce qui est pris en charge normalement par une entreprise, c'est-à-dire la vie sociale, c'est-à-dire les résultats, la motivation, la discipline et les règles. Et il faut réussir à s'imposer des règles, il faut réussir à s'imposer une discipline. Moi, pendant longtemps, j'ai travaillé, enfin surtout au début, et je lançais une formation quand j'étais à découvert, quand j'en avais besoin, quand j'étais dans la merde. Et ça crée une anxiété énorme, parce que si la formation marchait pas, j'étais dans la merde, tu vois. Donc, ce que j'ai fait là depuis à peu près 2-3 ans, tu vois, que j'ai commencé, qui a vraiment tout changé, c'est que je lance une formation, par exemple, toutes les 2 semaines, et je fais une offre chaque semaine. Et ça me permet d'être sûr de jamais avoir de problème parce que j'attends pas d'être dans la merde en fait pour le faire. Je me suis lancé cette discipline, je me suis mis des règles. Et je suis convaincu que la liberté, c'est le début de la liberté, c'est de se fixer soi-même ses propres règles. Ça veut dire c'est de se mettre une discipline. C'est de se dire, ok, c'est pas les autres qui vont le faire à ma place, c'est à moi de le faire. Évidemment, ce qui est cool, c'est que c'est toi qui choisis. Si tu aimes bien travailler la nuit, tu te mets la discipline de travailler la nuit. Si tu aimes bien te lever tard, tu te lèves tard. Si tu préfères te lever tôt, tu te lèves tôt. Donc l'avantage, c'est que c'est selon ta personnalité et ce que tu aimes. Mais on ne peut pas se passer d'une discipline, et peut-être que la plus grosse difficulté, en tout cas que moi j'ai connue, ça a été peut-être le manque de discipline, le manque tu vois, le fait de devoir se bouger, quoi, de devoir mm, travailler. Quand tu n'as personne qui te le dit, parfois ça peut être difficile. Et puis tu as des périodes où tu es à fond dedans, où tu cravaches et tout, et puis des périodes où tu as envie de faire autre chose, où tu es sur d'autres projets, où tu t'éloignes un petit peu de ton truc, et puis c'est à ce moment-là où c'est le plus fragile, où tu risques de le perdre. Mais à partir du moment où tu commences à en vivre, et c'est pour ça que moi je conseille aux gens de faire des offres le plus tôt possible pour générer des revenus le plus tôt possible, et dès que tu commences à en vivre, tu n'as plus vraiment le choix en fait. ouais, C'est-à-dire ok. que tu as le choix entre faire quelque chose qui te fait vivre
et faire quelque chose qui te fait pas vivre. Et à un moment, il faut bouffer à la fin du mois, il faut payer le loyer. Donc, tu vas bosser sur ton projet. Donc, la motivation se résout souvent avec l'argent. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu es motivé. C'est con, mais ça fonctionne comme ça. Et est-ce que du coup, tu t'es volontairement imposé un rythme où tu vois, genre, bon, il y en a qui vont parler de morning routine ou des trucs de ce style, quoi? Ouais, alors moi, j'aime pas trop enfin, les morning routines, il faut bien comprendre que c'est une question de personnalité. Ouais, Tu as des c'est gens vrai. qui arrivent, je pense à Gabriel Clément, par exemple, c'est un pote à moi, qui a une chaîne YouTube aussi, qui a fait une vidéo par jour depuis plus de 2 ans, je sais pas si t'imagines, tu vois, sans jamais faillir, donc très fort, et il se lève aussi depuis genre peut-être 5 ou 6 ans, enfin depuis un bout de temps quand même, il se lève à 5 heures du matin tous les jours, tu vois. Ah Tous les ouais. jours, hein, même le week-end, même le samedi, même le dimanche. Et ben lui, ça lui réussit à mort parce que ça lui donne la motivation, ça lui donne le courage, ça lui donne une discipline. Il a besoin de cette discipline-là, il se la met et c'est génial. Il y a des gens pour qui ça marche pas. Moi, j'ai essayé de me lever à 5 heures du matin, j'ai tenu une semaine, j'étais à moitié mort, j'étais incapable de bosser et je me suis dit plus jamais ça. Donc il y a des gens pour qui ça marche pas. Et je pense qu'il faut pas essayer d'imposer un truc à tout le monde. Les livres comme Miracle Morning, c'est une connerie. C'est pas une connerie parce que ça donne des vrais outils, mais c'est une connerie d'appeler ça le matin miracle parce que c'est Ouais. pas du tout miracle. Et il y a des gens pour qui ça marche, des gens pour qui ça marche pas, mais c'est pas un miracle. C'est pas un miracle pour tout le monde en tout cas. Donc faut se méfier de ces trucs-là. Moi, j'ai pas de routine. Par contre, ce que j'ai, c'est des principes. Et j'ai besoin que dans une journée, j'ai ces principes qui soient réunis. Tiens, attends, je peux te montrer un truc que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai appelé ça c'est une excuse, j'ai appelé ça le cadran pour une bonne journée. Moi, je sais pas si tu vois l'endroit ou pas. Ah si, Et en c'est fait, bon. ce cadran-là, l'objectif, c'est d'avoir 4 éléments dedans. Et si j'ai ces 4 éléments dans une journée, c'est une bonne journée pour moi, c'est une bonne journée pour mes objectifs, c'est une bonne journée pour mon activité, c'est une bonne journée pour les gens qui m'entourent. Donc ça veut dire quoi? Il y a quoi? J'ai 4 trucs. J'ai apprendre, avancer, soin de moi et soin des autres. Apprendre, ça va être, c'est ce que je vais faire en début de journée. Généralement, ça va être lire un livre, écouter un audio, suivre une formation, regarder un documentaire, discuter avec un professionnel. Bref, tu vois, c'est l'input, c'est ce qui Ouais. rentre. Ensuite, il y a avancer. Avancer, c'est l'output, c'est ce qui sort, tu vois. Donc, ça va être créer un mail, faire une formation, avancer sur un projet, faire des tâches de ma liste de tâches, etc. C'est ce qui te donne l'impression, tu sais bien, à la fin d'une journée, d'avoir donné du sens à ta journée. Tu vois, si tu passes ta journée devant Netflix, à la fin, tu te sens un peu comme une merde. Bah là, au Ouais. moins, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose. Ensuite, il y a soin de moi. Soin de moi, ça va être faire du sport, ça va être bien manger, ça va être bien dormir, ça va être tout ce qui est physique. Ça aussi, c'est important, tu le sais bien. Tu Bah vois, si ouais. tu as fait du sport pendant la journée, tu te sens mieux à la fin si tu n'en as pas fait. Et puis, soin des autres, bah, je l'ai ajouté aussi parce que je me suis rendu compte que c'était important pour moi aussi dans une journée de passer du temps avec mes amis, avec ma famille, de m'occuper des animaux, etc. Ce qui donne aussi du sens à la journée. Et j'ai remarqué que si j'avais ces 4 choses dans ma journée, donc apprendre à avancer, soin de moi et soin des autres, c'était une bonne journée. Donc j'ai pas de routine. Moi, je suis pas trop routine. Ça marche pas très bien avec moi. Généralement, je les tiens pendant peut-être un mois maximum, mais après, je les perds. Ma seule routine, c'est le contenu quotidien. Ça, j'essaie de pas la perdre. Et par contre, j'ai des principes et j'essaie de rentrer ces principes dans ma journée. Ce qui peut être pas mal pour les gens qui ont du mal avec les routines. C'est pour ça que je t'en parle, quoi. Ouais, franchement, ça tue parce que bah, personnellement, moi j'ai réussi pendant très longtemps à me lever à 4h30. Et Ah ouais? ouais, Combien de temps? bah, depuis le mois de septembre. Ouais, depuis le mois de septembre. Et genre, Ah bah, tu vois, j'étais c'est pas top cuit, ça. tu vois. Et mais comme tous les trucs, dès que tu le perds, genre 2 jours d'affilée, Ouais, ah c'est ça. bah, ça fait bizarre, quoi. Et du coup, mais c'est bien, ouais, je trouve cette idée de principe plus que des trucs où il faut faire genre 7 choses en 1 heure dès qu'on vient de se lever. C'est hyper, c'est plus C'est dur, stressant hein. qu'autre chose en plus. C'est assez dur, ouais. Le truc des affirmations positives et tout. Ouais, J'ai essayé, on a tous essayé ça. Mais il y a un moment, tu le fais plus en fait. C'est pas possible tous les matins de te répéter la même chose. Et il y a un moment, il y a forcément un matin où tu es fatigué, où t'as ouais, pas c'est ça. envie, où t'as, je sais pas. Et puis il y a des soirs aussi. Le problème en fait de se lever tôt le matin, c'est que tu sacrifies souvent ta vie sociale du Ouais, soir. c'est Si tes ça. potes, je sais pas, ils vont boire un verre et tout. Pas tout le temps, mais il y a des moments, tu as juste envie de venir et puis de te détendre un peu et puis de rentrer un peu tard, quoi. Bah ouais, carrément. C'est Ne pas pouvoir le faire, c'est quand même. Je comprends que ça marche pour beaucoup de gens et tu vois, si ça marche pour toi, c'est top. Mais pour moi, c'est pas un truc absolu qui est bon pour tout le monde, quoi. Faut se méfier. C'est comme les régimes. Il y a pas un régime qui est bon pour tout le monde. Faut que chacun trouve le truc qui lui correspond, quoi. Et puis c'est pas une variante clé non plus pour le succès dans le travail ou quoi, tu vois. Je veux dire, c'est pas parce que tu te lèves très tôt que tu vas faire Non, du meilleur contenu ou quoi, hein. oui, non, ça c'est des conneries. Il y a des gens qui se lèvent tard, il y a des gens qui travaillent la nuit. Moi, pendant un moment, je m'amusais à me coucher genre à 5 heures du matin et à travailler toute la nuit. Et je m'apercevais que j'étais super efficace, que j'étais super concentré parce que personne te dérange la nuit, t'as pas de notification, t'as rien.
Donc, non, il y a des gens qui réussissent très bien en se levant tard. Tu vois, ce genre de truc, c'est ça, moi, qui m'énerve avec ce monde-là, c'est qu'il y a des trucs très intéressants à apprendre, Ouais, mais le genre de truc, genre, tu vois, genre les 7 habitudes que font tous les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, putain, c'est un énorme ouais, c'est bullshit. Tu vois insupportable. des gens qui réussissent extrêmement bien en faisant des trucs, en ayant une vie qui n'a rien à voir. T'as des artistes qui se droguent et qui picolent toute la journée et qui font des chefs-d'œuvre. Et puis, tu as des entrepreneurs qui se lèvent à 5 heures tous les matins, qui ont une vie de moine et qui font des chefs-d'œuvre aussi. Tu vois, c'est juste une question de personnalité. Trouve un truc qui te correspond, quoi. Donc, moi, je me méfie quand même de ces machins-là, même s'il y a du bon à prendre. Si tu trouves un truc qui te correspond, c'est génial, quoi. Et du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que je sais que tu aimes bien Steve Jobs. Ouais. Et on a beaucoup de gens qui aiment l'entrepreneuriat, en tout cas, ont lu sa biographie. Et beaucoup de gens, du coup, on se sont dit, il faut que je retire des choses concrètement de sa vie pour les appliquer à moi-même. Et du coup, moi, pour l'avoir lu ensuite et y avoir repensé, je pense que le truc essentiel, c'est de se dire que ce mec, bon, il a fait des choses extraordinaires, mais c'est surtout parce qu'il était unique, tu vois, et il est allé à fond dans ce qui il était, quoi, pour le bien et pour le meilleur et pour le pire. Et est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, toi, aux gens? C'est plutôt, tu vois, de faire ce que les gens veulent faire eux, quoi. Pas ce qu'on leur dit de faire ou suivre des dictates, même de gens qui ont réussi, qui sont inspirants, quoi. Ouais, alors ce qui est intéressant avec Steve Jobs, c'est que on, on voit avec les gens qui ont une réussite extraordinaire, on a toujours la vue d'avion, la vue de la fin, c'est-à-dire qu'on part de la fin, on part Ouais, de qui ils étaient quand ils sont morts, ou la dernière image qu'on a d'eux, et ensuite on remonte vers le début. Alors que ce qu'on devrait faire, et c'est pour ça que c'est intéressant de lire les biographies, c'est de commencer par le début, ensuite d'aller vers la fin, parce qu'on voit le cheminement. C'est beaucoup plus difficile de comprendre le cheminement quand tu pars de la fin. Et en fait, quand tu regardes Steve Jobs à la fin, on a l'impression que c'est tu vois, un iconoclaste, quelqu'un de très différent, de très singulier, qui s'habillait toujours de la même manière, qui était très, tu vois, qui est vraiment une personnalité complètement unique, qui sortait complètement du lot. Mais en fait, quand tu regardes Steve Jobs au début, c'est tu vois, c'était des petits jeunes qui savaient pas trop où ils allaient, qui étaient très influençables et qui étaient très influencés, c'est-à-dire qu'il lisait énormément. Enfin, il a été très influencé par des. Tu vois, il est parti en Inde, il a été influencé par les gourous indiens. Il y a certains bouquins aussi qui ont guidé pas mal de choses dans sa vie. Il s'est intéressé à la calligraphie, au minimalisme, à ces trucs-là. Il a été influencé par beaucoup d'auteurs et il a eu un peu ses lubies, un peu comme toi et moi on peut avoir. Je pense que tu es un peu comme moi aussi, c'est-à-dire qu'on découvre un truc, ça nous paraît génial, on teste dans notre vie, et puis notre famille elle nous dit mais qu'est-ce qui te prend de faire ça, t'es complètement. Bah voilà, c'est notre truc, c'est on teste des tas de trucs et puis un jour on finit par créer notre truc. Et je pense que c'est ça en fait l'histoire de Steve Jobs, c'est que c'est pas quelqu'un qui est né différent. C'est quelqu'un qui est d'abord été très influencé par plusieurs mouvements différents. D'ailleurs, il a été pas mal dans le mouvement assez dominant quand il était jeune, qui était, enfin, dans là où il était, c'est-à-dire dans le mouvement un peu hippie, quoi. Il a été ouais. un hippie. Et en fait, il a pris le meilleur de tout ça et il a réussi ensuite à garder le meilleur et à construire un truc excellent. Et moi, c'est ça que je retiens de Steve Jobs. C'est que c'était pas un gars qui est parti, genre, il s'est pas dit à 20 ans, tiens, je vais m'habiller tout le temps avec un jean, des baskets. Enfin, à l'époque, il s'habillait comme tout le monde. Tout ça, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. Et le problème, c'est qu'on pense qu'il a toujours été comme ça. À l'époque, il était très influençable, il était très fragile, il était très manipulable. Il a fait des choix de carrière il s'est quand même fait virer de sa propre boîte. Ouais. Pour se faire virer de sa propre boîte, il faut le faire quand même. Donc il a embauché des gens qu'il n'aurait jamais dû embaucher. Il a traité des gens de manière dont il n'aurait jamais dû le faire. Il a fait des conneries aussi dans sa vie personnelle. Tu vois, il a renié sa fille pendant des années pour finalement se rendre compte que peut-être qu'il aurait mieux fait d'être là. Donc il a fait plein de trucs, plein de bêtises de jeune en fait, parce qu'il a réussi trop tôt. Et je pense qu'ensuite, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est la transformation. L'histoire de Steve Jobs, c'est l'histoire d'une transformation. Et tu as un bouquin qui est génial là-dessus, alors il est là où j'ai pas sous la main, mais ça s'appelle Becoming Steve Jobs. Ouais. Et en fait, c'est la deuxième biographie, je sais pas si tu l'as lu, Ouais, si je tu l'ai lu. t'intéresses à Steve. Voilà. Bah, c'est la deuxième biographie qui a été faite sur lui, la non officielle, et elle est géniale. Je la trouve encore mieux que la première parce que elle dresse, c'est l'histoire d'une transformation en fait, ce bouquin-là. C'est-à-dire que tu as vraiment le Steve Jobs d'avant avec toutes ses erreurs, tous ses défauts et toutes ses influences, et le Steve Jobs d'après qui devient en fait un homme, si tu veux, c'est-à-dire qui construit ses propres règles, qui devient responsable, qui prend sa responsabilité en tant que patron, en tant que père, en tant que tout ça. Et en fait, c'est ça qui est fascinant dans cette histoire-là. Moi, ce que j'aime, c'est les transformations. Et l'histoire de Steve Jobs, c'est une transformation. Et c'est réducteur de dire que Steve Jobs était d'un côté un génie visionnaire et de l'autre côté un salaud avec ses Ouais. employés. Parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il a beaucoup changé dans sa vie. Donc, on ne peut pas dire c'est tel truc, c'était, et puis ça l'est plus. Comme toi, tu n'es plus le même qu'il y a 3 ans et tu n'es pas le même que dans 5 ans. Et, et puis, ce qui est intéressant, vraiment, peu importe si on porte un jugement ou pas dessus, ce qui est intéressant,
c'est de voir la transformation du gars et de voir le cheminement de vie. Mais je pense que tous les gens qui ont été perçus en tout cas comme des gens très différents et à très forte personnalité sont avant tout des gens qui ont été très influençables et très influencés. C'est-à-dire des gens qui ont été des éponges pendant des années de mouvements, qui ont lu des tas de bouquins, qui ont été passionnés par des tas de trucs et qui ensuite ont pu faire leur tambouille avec ça. Donc moi je m'inquiète pas, tu vois. C'est-à-dire que là j'en suis encore au stade de Steve Jobs jeune et peut-être que toi aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le stade où on teste plein de trucs, on ne sait pas encore vraiment qui on est, on a encore du mal à se définir, mais c'est pas grave. Parce que quand tu vois justement des modèles comme Steve Jobs, tu peux te dire c'est bon, je peux faire confiance à l'avenir. Je continue, je vais pas dans la mauvaise direction. Je continue à tester plein de trucs bizarres, je continue à passer pour l'ovni de la famille qui teste des régimes chelous et des machins. Je continue à le faire. Et puis peut-être qu'un jour ça va payer. Et comme disait justement Steve Jobs dans son discours de Stanford, faites des trucs et puis ensuite les points vont se connecter entre eux comme par magie, quoi. Et du coup, pour connecter les points, tu disais au début du podcast que donc tu vivais en écrivant un email par jour, enfin en envoyant un email par jour. Et du coup, depuis, tu avais fait des articles avant, des vidéos sur YouTube, des vlogs, des vidéos plus posées, des podcasts. Dans quel état d'esprit tu es quand tu te dis que tu vas te mettre sur un nouveau format et en vivre? Parce qu'en général, tu fais ça à chaque fois de manière assez extrême, c'est-à-dire que quand tu as arrêté les vidéos, tu es passé que au podcast, et là, tu as refait la même chose avec les emails. Dans quel état d'esprit tu es pour te dire je vais me lancer là-dessus? Alors déjà, moi j'ai confiance parce que je sais que l'objectif de tout ça, comme on l'a dit, c'est de créer une relation assez forte avec ton audience et que quand tu as une relation assez forte avec ton audience te suit. Donc le fait de l'avoir fait plusieurs fois, je sais que mon audience va me suivre. Je ne suis pas inquiet pour ça. En tout cas, les vrais vont me suivre, la plupart vont me suivre, le noyau dur va me suivre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je le fais surtout parce que j'ai très envie de le faire ou parce que j'en ai marre de ce que je faisais. C'est-à-dire que soit, je sais pas, si je passe de YouTube au podcast, ça va être peut-être parce que j'en ai marre de YouTube, de l'ambiance, des commentaires, de cette espèce de culture qui me plaît pas. Et j'ai envie de passer au podcast qui est plus confidentiel. Quand je vais pas que j'ai très envie de le faire parce que ça fait longtemps que j'ai de nouveau envie d'écrire et là je me dis bah tiens c'est un format parce que le blog tu vois j'ai toujours un peu impressionné, j'ai pas envie d'être sur un format qui est en descente, enfin qui est de moins en moins populaire. Le mail c'est quelque chose d'ultra stable, c'est là depuis des années, c'est toujours aussi populaire, donc je me suis dit essayons ça. Et quand j'ai envie d'essayer un truc, j'ai pas envie d'attendre 6 semaines, tu vois. Moi c'est un truc, j'ai besoin de le faire tout de suite. Quand je fais une vidéo, j'ai besoin de la publier le jour même ou le lendemain. Quand je fais un mail, j'ai besoin de le mettre en une en main. J'ai beaucoup de mal à préparer un truc sur le long terme. Là, en ce moment, je suis en train de préparer une formation assez grosse, donc du coup, il va me falloir un peu plus de temps pour la finir. C'est assez difficile pour moi de travailler pour quelque chose qui ne va pas sortir demain, mais qui va sortir dans 2 semaines. Par contre, travailler pour un truc qui va sortir demain, il n'y a pas de problème. Donc, généralement, si j'ai une lubie, faut que je le mette en place tout de suite. Je ne vais pas attendre 10 jours. Tu vois, si j'ai envie de me lever à 5 heures tous les matins, il faut que ça commence demain matin. Tu vois, je vais pas me dire, ah yes, ça va être génial, je vais le faire dans 3 semaines. Non, tu vois, tu vas le faire demain ou tu le fais pas, quoi. Donc, je sais pas si t'es pareil, mais du coup, moi, c'est comme ça pour les contenus. J'ai envie de faire un truc nouveau, je le fais, quoi. Pose pas 50 000 questions. Et puis, ça marche pas, tu peux toujours revenir en arrière, donc c'est pas très grave. Et du coup, parce que j'imagine que comme toute personne créative, entrepreneur, etc., tu as plein d'idées ou de projets, ce genre de choses. Et, et c'est parce qu'il y en a qui vont dire oui, il faut rester que sur un truc, tu vois. Et quand tu te dis que tu vas arrêter les podcasts ou les vidéos et passer qu'au mail, tu considères pas ça comme je sais pas, gâcher entre guillemets, genre arrêter le travail en cours de route, tu vois, sur ce que tu faisais avant pour passer à l'email? Genre arrêter un projet, Pour même si moi, c'est la même chose, mais. alors, non, mais c'est intéressant, mais ça pourrait être le cas. Mais moi, je vois pas mon métier comme étant. Je me suis jamais considéré comme étant youtubeur, ou comme étant Ouais. vidéaste, ou comme étant podcasteur. Moi, je suis juste créateur de contenu. Donc, mon boulot, c'est mathématique. Mon boulot, c'est de creuser sur mathématiques et de parler avec des gens. Peu importe si je parle en vidéo, en audio, en podcast, en email, etc. Mon boulot, c'est juste de creuser mathématiques et de parler avec des gens, mais c'est la même chose en fait, que j'écrive un email ou que je tourne une vidéo, le process est quasiment le même et le résultat pour la personne en face est quasiment le même. Donc, je prendrai pas le risque et je n'aurais pas envie de toute façon de changer de business ou de lancer de nouveaux projets qui n'auraient rien à voir, parce que là, j'essaie de me focaliser sur ce que je sais faire, ce dans quoi j'ai envie de devenir bon. Par contre, à l'intérieur de mon cadre, là, je m'autorise beaucoup de liberté et de changer un petit peu, tu vois. Ok. Mais je reste dans ce cadre-là. Donc pour moi, c'est pas un gros risque, tu vois. Je continue à faire ce que je fais tous les jours. Simplement, je fais sur un autre format. Et du coup, ce cadre, c'est celui de la création de contenu. Tu t'es pas genre,
t'as pas genre d'autres idées, tu vois, parce que tu avais parlé qu'à une époque, quand tu étais en école de commerce, tu t'étais un peu intéressé au monde des plus start-up. T'as pas d'autres idées de projets comme ça qui te viennent des fois titiller ton côté création de contenu? Non, je pense qu'il faut faire gaffe à l'ambition, parce que l'ambition, c'est ce qui peut t'aider, ça peut aussi t'empêcher de bouger. Je vais donner un exemple. C'est le problème en fait avec les startups aujourd'hui, c'est que moi j'adore les startups. J'ai appris énormément de choses de ce monde-là. Je suis un fan absolu d'Oussama Hamar, de ses conférences, j'ai tout regardé. Euh, beaucoup de startups. Mais j'ai pas envie de créer une startup parce que je sais que je serais forcément moins bon que ce que je peux apporter aujourd'hui. Je sais que les chances de réussite sont assez faibles, alors qu'aujourd'hui elles sont élevées dans ce que je fais. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, on leur laisse deux options en fait, parce que les startups sont à la mode. Donc on leur dit soit tu deviens salarié, tu rentres dans une boîte ou tu rentres dans une startup, soit tu crées ta propre startup, tu crées ta propre boîte, mais ça doit être gros, ça Oui. doit être impressionnant, ça doit. Ce qui est marrant, on vécu les deux. Quand j'étais en école de commerce, en effet, on avait un projet de startup avec des amis, on avait gagné quelques concours de pitch qui nous avaient motivés et tout. Mais c'était un projet un petit peu tiré par les cheveux, c'est-à-dire qu'on n'avait rien. On voulait faire un produit physique, on n'avait rien. On voulait faire une coque alarme en fait pour téléphone, une coque anti-vol. Donc évidemment c'est un peu sexy quand tu t'en parles comme ça, mais en vrai on n'avait pas les compétences, on savait pas par où commencer, on n'avait rien en fait. On était étudiant en école de commerce, pas ingénieur, on savait pas, on connaissait rien sur le produit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, moi, j'avais ça d'un côté, et puis de l'autre côté, j'avais mon blog qui pouvait marcher. Et moi, dans ma tête, ce truc-là, c'était bon, on le fait parce que c'est amusant, mais je n'y croyais pas vraiment. Et de l'autre côté, il y avait mon blog, et mon blog, je me disais, ça peut être un projet de vie sérieux. Et j'en parlais aux gens, et je parlais aux gens de mon blog, et je parlais aux gens de ce projet. Ce qui est marrant, c'est que les gens, on n'avait rien à foutre du blog. À chaque fois, ils me disaient, ouais, ça, on s'en fout, mais ce truc-là, ça m'intéresse. Et à chaque fois, Ouais. je revoyais les gens, ils me disaient, mais alors, comment ça avance cette boîte-là? Mais jamais ils me parlaient de mon blog. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que il y a ce qui brille, et il y a ce qui marche. Mais c'est pas toujours ce qui brille, ce qui marche. Et d'un côté, tu as la startup qui brille parce que c'est à la mode, parce que c'est sexy, parce que la startup c'est un truc de conquérant. C'est bien pour les gens qui veulent, qui veulent conquérir, qui veulent se battre, qui veulent gagner, qui veulent devenir énormes en fait. Mais malheureusement, tout le monde peut pas. Il y a forcément un filtre, quoi. Tout le monde peut pas Ouais. réussir. Il faut forcément qu'il y ait des gens qui échouent, sinon la réussite n'existe pas. Donc, donc la réussite dans un degré de startup, on est de l'ordre de peut-être 1%, tu vois, ou même pas. La plupart des startups échouent, on le sait très bien. Et de l'autre côté, tu as des activités qui fonctionnent mieux. Et en tant qu'indépendant, si toi, ton objectif, c'est d'être libre, la dernière chose à faire, c'est de faire une startup. Parce qu'une startup ne te rend pas libre. Une startup t'engage plus que tout. Une startup t'engage à bosser pendant 3 ans sans te verser de salaire. Si tu as une équipe, ça t'engage vis-à-vis de ton équipe, ça t'engage tes utilisateurs. C'est un boulot énorme, tu n'as plus aucune règle, tu n'as plus aucune protection. Enfin, une startup, c'est quand même, il faut vraiment, vraiment être passionné. Alors qu'à côté, si tu montes un petit système qui fonctionne bien pour toi en tant qu'indépendant, comme le mien, là, c'est la liberté totale. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de travailler comme un dingue, tu n'as pas besoin d'avoir une équipe, tu n'as pas besoin de, je sais pas, comme tu vends des produits numériques, tu n'as pas de problème de gestion de stock et tout. Donc, c'est quand même un avantage énorme. Et c'est bien. Alors après, ça dépend encore. Je veux dire, si toi, tu es un pro du code et que tu adores coder, mais que tu n'aimes pas t'exprimer, tu n'aimes pas créer du contenu, Ouais. bien évidemment que c'est beaucoup plus intéressant et tu as beaucoup plus de chances de réussir si tu crées une app, par exemple, si tu crées un SaaS ou un service en ligne ou n'importe quoi, que si tu crées des formations. Mais si tu es comme moi, que tu connais rien en code, que tu connais rien en technique, que tu n'as pas cet esprit-là, mais que tu aimes créer du contenu, tu aimes partager des choses, tu as beaucoup plus de chances de réussir dans ce domaine-là. Et surtout, alors ok, ça brille pas quand tu dis à tes parents que tu vas devenir blogueur, il y a personne qui va t'applaudir, mais derrière, tu peux avoir des résultats exceptionnels, tu peux avoir une liberté que très 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 peu de gens peuvent avoir dans ce monde, et ça c'est un truc, c'est un privilège immense que ne connaîtront probablement jamais les fondateurs de startups, sauf s'ils revendent leur startup et qu'ils font une retraite dorée. Mais c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc c'est deux mondes qui sont très différents. Moi, j'ai rien contre les startups. Simplement, je sais que je suis meilleur dans ce que je fais là. Je suis pas assez bosseur pour faire une startup. Je suis pas assez bon avec les gens pour trouver un associé, pour collaborer, etc. Et donc peut-être un jour j'aurai envie de le faire, mais aujourd'hui je sais que ce qui me correspond, c'est de faire mon truc à moi dans mon coin tout seul et de créer du contenu. Et c'est comme ça que tu as des belles journées. Et tu vois, tu peux parfois te dire, c'est pas grave, ça je l'aurais pas, tu vois. Je serais pas Ouais. Elon Musk. Bon, voilà. Je serais jamais Elon Musk. Mais ça, le problème, c'est qu'il y a tellement de jeunes de mon âge qui savent qu'ils sont intelligents, qu'ils ont du potentiel et qui peuvent pas se regarder dans un miroir et se dire, je serai jamais Elon Musk. Parce que c'est trop dur de se dire ça. Tu te fermes des portes, en fait. Et comme ils veulent pas se dire ça, ils bougent pas. Parce qu'ils se disent, soit je fais un truc et je deviens Elon Musk,
soit j'attends en fait, ou je fais rien. Ils écoutent le discours de Stanford de Steve Jobs qui leur disait cherchez vos trucs, tant que vous l'avez pas trouvé, ne vous installez pas. Et du coup, ils s'installent pas. Et en fait, ça fait des gens qui sont anxieux souvent, qui ont le cul entre deux chaises, qui ont lancé 1 million de petits projets mais qui ne les ont jamais menés à terme, et au final, qui n'ont jamais réussi quoi que ce soit et qui seront jamais des légendes. Alors que si tu fais un truc, même un truc petit, mais que tu fais ça tous les jours, que tu crées des habitudes quotidiennes, que tu deviens le meilleur là-dedans, que tu te passionnes pour ce sujet-là, même si c'est petit, tu peux devenir une légende. En tout cas, une petite légende de ta thématique. Et ben moi, ça me fait kiffer. Tu vois. Ouais, t'as vraiment fait un choix, quoi. T'as C'est un choix choisi. qu'il faut faire délibérément. Je pense qu'il faut un jour se mettre en face de soi-même et se dire, ok, je ferai jamais ça. Et c'est seulement en disant, je ferai jamais ça, que tu peux faire le plan B à fond et le transformer en plan A. Si les side projects, c'est sympa, mais ça deviendra jamais des trucs gros tant que ça sera un side project. Il faut que ça devienne un projet numéro un. Donc les gens qui disent, par exemple, je vais vivre de mon contenu et puis dès que j'aurai assez d'argent, je ferai autre chose, Ouais. ils vont pas y arriver parce qu'ils sont pas, c'est pas leur focus. Alors que si tu dis, je vais vivre de mon contenu, c'est mon objectif parce que ça me fait kiffer, parce que j'ai envie de le faire et je me vois bien faire ça pendant 20 ans, bah là ils ont toutes les étoiles sont alignées pour qu'ils réussissent quoi. Et c'est beau. Et du coup, quel est parce que bon, après tu as tous tes emails du coup maintenant et plus tous les contenus que tu avais déjà publiés pour la création de contenu, mais quel est le premier euh, conseil ou truc que tu dirais à quelqu'un genre qui du coup il vient de faire le choix de se dire bon ben moi je vais faire la création de contenu et, parce qu'il y en a qui vont dire tu vois la niche, tu vois faut trouver une niche. Quel est toi ton premier conseil pour quelqu'un qui veut vivre de son contenu? Ouais, trouver une niche, c'est une bonne idée. En fait, essayer de trouver leur créneau, leur truc. Tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se lancent et qui disent, ouais, moi, je veux faire du développement personnel. Ça, c'est Ouais. typique et j'en ai fait partie. C'est-à-dire que tu découvres un monde, tu découvres que tu peux changer ta vie par toi-même en lisant des livres et tu trouves ça tellement bien que tu décides d'en parler à tout le monde. Le problème, en fait, ce que tu n'as pas remarqué, c'est qu'il y a déjà 3 millions de personnes qui sont passées par là avant toi, qui ont eu exactement la même idée, qui ont créé leur petit blog et qui sont tombés dans l'oubli. Et à côté, tu en as quelques gros qui ont été plus malins ou qui se sont lancés plus tôt, qui sont devenus tellement énormes que c'est impossible de les concurrencer. Et donc, tu arrives là et tu partages des trucs formidables, et puis c'est cool, et puis tout est formidable, mais au final, tu fais pas un rond. Et puis, tu as le gars pragmatique qui arrive et qui dit, OK, moi, je suis intéressé par tel truc, mais moi, mon objectif, c'est de gagner ma vie avec. Et donc, je vais avoir une logique de marché. Je ne vais pas essayer de faire de la poésie. Je vais vendre des produits à un marché. Je vais être un vendeur. Voilà, c'est pas sexy, mais c'est ce que je vais être. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je regardais est-ce qu'il y a un marché pour ça. Alors oui, trouver une niche, c'est une bonne manière de trouver un marché parce que c'est toujours la même chose. Mais quelqu'un, je sais pas, un développeur qui veut se marketer et trouver des clients, bah, il a plus de chances d'aller chez toi si tu es un spécialiste du marketing pour les développeurs que si tu es juste un mec qui parle de marketing, même Ouais. si tu es le meilleur, même si tu es le numéro un, etc. Parce que là, il va se sentir concerné. Donc la première chose, c'est la niche, mais tu peux trouver d'autres créneaux à toi. Tu peux parler d'un sujet, tu peux devenir le meilleur sur un sujet. Tu peux dire, OK, moi, mon truc, c'est l'éducation des chiens. Je vais devenir le meilleur là-dedans, je vais tout lire là-dessus, je vais m'entraîner, je vais éduquer des chiens tous les jours, je vais coacher des gens, je vais tout faire, tout faire, tout faire. Et puis tu deviens tellement bon qu'il n'y a plus d'autre choix, tu deviens la référence dans ta thématique. Et puis tu fais des vidéos, et puis tu fais du bon marketing, tu fais de la vente. En fait, il y a plein d'approches différentes. Probablement que l'approche la plus facile, c'est de trouver une niche, en effet, c'est trouver un créneau, trouver une façon différente de faire les choses, ne pas copier-coller le business model, surtout de quelqu'un qui marche bien, parce on va être une sorte de satellite, en fait, on va être parasitaire à son succès à lui, mais essayer de trouver son créneau à soi, son truc à soi, sa différenciation, sa manière à soi de communiquer, sa clientèle à soi, en fait. La manière la plus simple de trouver son créneau, c'est de trouver son marché. Dire, OK, moi, je ne m'adresse pas aux gens qui veulent faire du développement personnel, je m'adresse aux femmes, aux mères de plus de 50 ans qui ont fait un burn-out et qui veulent recommencer une vie plus tranquille. Bon, bah là, tu sais tout de suite à qui tu Ouais. t'adresses et tu peux être unique, quoi. T'as pas besoin de te dire, ouais, je dois absolument. Enfin, tu vois, il suffit de trouver ton marché, de te visualiser dans ta tête cette femme de plus de 50 ans qui a fait un burn-out et qui a 2 enfants, et de te dire maintenant, je vais faire du contenu plus que pour elle. Et c'est ça qui marche souvent parce que la personne, elle va se reconnaître en fait. Et du coup, quand après, enfin, les gens choisissent ce qu'ils veulent faire, tu vois, genre s'ils veulent faire des vidéos YouTube, des emails, des podcasts, etc. Et toi, quand tu te dis, je vais faire des emails, tu t'en as un peu parlé, du coup, tu t'étais un peu formé sur le copywriting et tout ça, ce genre de choses pour être meilleur. Est-ce que à chaque fois que tu as migré d'un format à un autre, est-ce que tu t'es un peu formé dessus ou ça dépend des fois? Bah, ça aide toujours d'avoir un point de départ. Le point de départ, c'est pas toi qui peux le créer, ça viendra forcément Ouais, des autres.
Donc, tu commences en copiant, tu commences en reproduisant le schéma de quelqu'un d'autre, et ensuite tu l'adaptes. Vaut mieux ça plutôt que de jamais commencer, ou d'essayer d'inventer un truc qui n'existe pas, où il n'y a pas de marché. Donc moi, généralement, quand je change de format, oui, j'essaie de me former, j'essaie de trouver des ressources là-dessus. Là, quand je suis passé au mail, je me suis abonné à pas mal de formations de plusieurs mecs qui envoyaient des courriers papier, qui parlaient de copywriting, etc. Je me suis mis à fond pendant 2 ou 3 mois. Et puis maintenant, j'ai atteint une sorte de vitesse de croisière et je m'intéresse à nouveau à d'autres choses. Et quand tu te formes, t'as pas de format de prédilection, genre tu lis plutôt des livres ou c'est plutôt des formations en ligne? Un peu tout. Moi, j'aime bien les formations en ligne. Ça marche bien avec moi. Mais je lis aussi des bouquins. Les bouquins, c'est peut-être plus difficile parfois, c'est tous les bouquins très techniques et très longs. Ouais. J'aime bien les bouquins courts. Je trouve que c'est plus respectueux de ton audience de faire des bouquins courts, enfin pas trop longs. Surtout quand l'idée est simple, en fait. Le problème souvent avec les bouquins, c'est que les gars, ils ont fait un TED Talk à la base ou un article sur Medium. L'éditeur est venu leur voir, il leur a dit cette idée, elle est géniale, vous allez me faire un bouquin de 600 pages là-dessus. Et le gars, en fait, il te tartine des histoires de machin dont t'as rien à faire, des anecdotes à la con et tout pendant 600 pages juste pour te passer une idée qui aurait pu être résumée en 2 pages. Et c'est souvent le problème des bouquins, mais c'est pas très grave parce que t'as pas forcément besoin de lire tout. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est de tirer des choses concrètement et de les mettre dans mes notes. J'ai un système de prise de notes où je note tout ce que j'apprends. Et par exemple, dans un bouquin sur le copywriting, je vais pas forcément tout lire, mais je vais le feuilleter, je vais tomber sur des passages intéressants. Hop, là, je vais prendre des notes et là, je vais noter consciencieusement un truc qui va m'être concrètement utile dans mon application de prise de notes, quoi. Et tu parlais de livres, est-ce que vu que tu fais un peu tous les formats, est-ce qu'un jour tu vas écrire un livre ou c'est une idée auquel tu Je sais penses ou pas. pas? Oui, c'est une idée auquel je pense. Le problème du livre, c'est comme je t'ai dit, moi j'ai du mal à travailler autrement que pour le lendemain. Ah ouais, Et pour le coup, le livre, c'est la quintessence du travailler longtemps à l'avance pour un résultat lointain. ouais. C'est ce dans quoi j'ai toujours été mauvais. Donc il faudra beaucoup de motivation, mais si j'arrive à avoir la motivation, pourquoi pas. Ouais. Et puis j'ai envie que ce soit un livre bien quand même, tu vois. J'ai pas envie que ce soit un truc. L'avantage avec le contenu, YouTube, les mails et tout, c'est que le contenu du jour vient effacer celui de la veille. C'est assez facile de progresser et d'oublier tes erreurs. C'est plus difficile dans un bouquin quand même qui reste sur les étalages. Donc le bouquin, c'est pas vraiment un format pour moi pour l'instant, mais je suis conscient que c'est un format qui te permet de devenir une référence dans un domaine. C'est un format qui te permet d'être physiquement chez les gens, Ouais, sur la bibliothèque. C'est un format, bon moi ça m'intéresse pas, mais c'est un format si tu as besoin qui te permet de passer à la télé, qui te permet de faire des interviews, de rencontrer les journalistes. ouais, c'est vrai. Donc c'est un format intéressant pour plein de gens. Moi pour l'instant, j'en suis pas encore là, je pense. Ok. Et je voulais en profiter pour te parler d'un truc qui est pas forcément de la création de contenu. Est-ce que tu te considères, je sais pas si tu aimes te mettre dans des cases, mais comme minimaliste? C'est quelque chose d'important pour moi. Moi j'ai remarqué un truc en fait, c'est que tu as peut-être remarqué aussi, c'est que plus on vieillit, plus on grandit, plus on ajoute de choses dans sa vie, Ouais, mais on prend très rarement le temps de retirer des choses. C'est-à-dire que quand tu es étudiant ou quand tu es enfant, c'est le meilleur, c'est quand tu es enfant, tu rien à faire. Un truc à faire, c'est aller à l'école. Ça va, tu vois, et rentrer pour le goûter, quoi. Ensuite, tu deviens étudiant, tu commences à avoir des trucs, à avoir des affaires, mais pas seulement des possessions matérielles. Tu vois, des trucs dans ta tête, des responsabilités, ouais, une copine, un truc. Ensuite, tu rentres dans le monde du salariat, alors enfin, dans la vie professionnelle. Alors là, c'est pire parce que tu t'ajoutes un boulot, tu ajoutes un patron, tu ajoutes des amis, des collègues, tu ajoutes une voiture, tu ajoutes un appart, un crédit, et là, tu commences à avoir parfois des animaux, parfois des enfants, et là, tu commences à avoir un ouais, monceau c'est de ça. trucs dans ta vie que tu n'avais pas prévu, et jamais tu t'es posé la question, mais est-ce qu'il ne faut pas que je retire certaines choses? Donc, c'est bien, je trouve, de se poser de temps en temps et se dire, OK, là, j'ai ajouté beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps, je vais retirer. Et la manière la plus simple de le faire, c'est de commencer avec les possessions. Et bah, moi, ce que j'essaie de faire régulièrement, c'est, je sais pas, une fois tous les 3 ou 6 mois, bah, je fais le grand ménage chez moi, et je jette ou je donne la moitié de ce que j'ai, tu vois. Pas mal de choses, en tout cas, toutes les petites babioles que j'ai achetées un jour parce que ça m'intéressait, mais qui m'intéressent plus. Ça t'évite de vivre c'est difficile de vivre dans une maison où il y a plein d'affaires. Tu sais, comme Ouais, moi, c'est difficile ouais, pour travailler, pour se motiver. Plus tu as d'affaires, en fait, chaque affaire accapare un tout petit bout de ton attention. Et donc, si tu as 2000 affaires qui t'entourent, ton attention est divisée par 2000 fois. Et donc, pour te focaliser sur ton travail, c'est difficile. Et c'est pareil avec les pensées. Il y a un truc qui est très important que j'ai mis en place dans ma vie, c'est le minimalisme vis-à-vis des choses à faire. ouais, C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire dans une journée, et puis il y a des choses qui tombent au fur et à mesure de la journée. Tu reçois un mail, paf, une nouvelle chose à faire. Tu reçois un coup de fil, paf, une nouvelle chose à faire. L'assurance, les machins, tu vois. Et même des choses qui n'ont rien à voir avec ton business. Et le problème, souvent, c'est qu'on les stocke dans un endroit de notre cerveau en disant je vais m'en souvenir plus tard.
Et en fait, le problème de faire ça, c'est qu'on accapare son attention. C'est en tâche de fond, en fait. On accapare son attention. Et donc, si tu veux te focaliser, je sais pas, sur ton papier, et qu'en même temps, tu es en train de te dire, ouais, mais attends, il faudrait que je rappelle le mec pour l'assurance, ça va tourner dans le fond de ton cerveau et ça va t'empêcher de mettre 100% de ta concentration sur le papier. Moi, ce que je fais maintenant, et ce qui est vraiment, c'est un truc que je conseille à tout le monde, c'est dès que j'ai un truc à faire ou dès que je pense à un truc à faire, même le truc le plus stupide, genre, je sais pas, changer les rouleaux de PQ dans les toilettes, je vais le noter. Je vais le noter sur une liste de tâches, tu vois. Et cette liste de tâches, je vais la laisser telle quelle. Et tous les matins, je vais trier ces tâches en mettant soit à faire aujourd'hui, soit à faire bientôt, soit à faire plus tard. Et ce qui me permet, tu vois, donc par exemple, là, si je pense qu'il faut aller acheter du PQ, avant, ce que je faisais, c'est que je gardais dans un coin de ma tête et je continuais ce que j'avais à faire et ça allait accaparer mon attention. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais tout de suite saisir mon iPhone, je vais le noter dans ma liste de tâches, dans Inbox, tu vois, et puis je vais le laisser. Et que ça sort de ma tête tout de suite, j'ai plus à y penser. Donc, ça te permet vraiment, tu vois, rien que le fait de noter, il faut vraiment que tu essayes, je sais pas si tu le fais déjà ou pas, mais ça te permet d'avoir l'esprit libre. C'est magique. Tu continues ta journée, ça te libère de l'anxiété, ça te libère des peurs, ça te libère du stress d'oublier. Tu n'as plus aucun stress parce que tu sais que c'est noté, tu sais que c'est en lieu sûr et donc que tu vas y penser. Et ce que je vais faire demain matin, si je le note, c'est que demain matin, je vais me dire, bon, il me reste encore 3-4 rouleaux de PQ, ça peut attendre 2 jours, donc je le mets dans bientôt. Ok, Puis ouais. le surlendemain, je l'ajoute dans aujourd'hui et là, je le ferai ce jour-là. Et ce jour-là, je vais faire peut-être toutes les courses que j'ai à faire et je saurai ce que j'ai acheté parce que c'est noté. Donc, tout noter, c'est pour moi la base du minimalisme mental. C'est-à-dire, Ok. tu te libères la tête, exactement comme tu libérerais ton appart de tous les papiers, tous les trucs qui t'encombrent. Et puis après, il y a plein de leviers au minimalisme. Moi, j'aime beaucoup le minimalisme en voyage, faire voyager avec un sac très léger. J'ai une obsession pour le minimalisme des papiers. Tu vois, j'ai un business, j'ai une voiture, j'ai des assurances, j'ai un loyer, j'ai tout ça. Tous mes dossiers tiennent là-dedans, tiennent dans une sorte de range dossier qui fait cette taille-là. Et tout le reste est sur Evernote, en fait. Je mets tout sur Evernote, tous mes papiers, ce qui me permet de retrouver déjà un papier facilement et surtout Oui, de ne pas m'encombrer de papier. J'ai très très peur des papiers. J'ai une phobie du papier. Je sais pas si une tu as ça phobie aussi, mais administrative. ouais, une phobie administrative. Alors, en fait, ça va parce que ça se gère, la phobie administrative, à partir du moment où, encore une fois, t'as pas trop. À partir du moment où tu es organisé, tout se Ouais. gère si tu es organisé. C'est-à-dire que la phobie administrative, ça veut juste dire que tu es mal organisé. Si tu sais exactement ce que tu as à faire, que c'est noté dans ta liste de tâches, que tu sais ce que tu as à faire aujourd'hui, quelle sera l'action suivante, si tu n'as pas trop de papier et que tous tes documents sont retrouvables facilement sur Evernote, que tu peux les imprimer en un clic, etc., il n'y a plus vraiment de raison, je pense, d'avoir une phobie administrative. J'avais jamais pensé. Enfin, tu sais, j'ai une to-do list et tout ça dans lequel je mets des tâches, on va dire, importantes, mais j'avais jamais Ouais, pensé de noter tous les petits trucs, c'est vrai, qui viennent polluer tes pensées au fur et à mesure de la journée. exactement, c'est ça, c'est la pollution. C'est Ouais. exactement ça. Et tu te souviens, enfin, genre, s'il y a un truc, un déclencheur qui a fait que t'es devenu, enfin, ou que t'as commencé à mettre en place le minimalisme ou pas? Un truc un peu clé. Alors, bonne question. Alors déjà, j'ai grandi dans l'appart de mon père qui était plein de papiers. Mon père a un peu le syndrome inverse, c'est-à-dire que lui, il a peur de jeter, donc il garde tout. Ah oui. Euh, donc, tu es dans un appart vraiment où tu as des piles de papiers partout, tu vois, c'est un gros bosseur, il est tout le temps dans ses papiers. Et du coup, en fait, pour te donner une idée, le salon, c'est une grande pièce remplie de papiers avec un petit chemin qui a été fait au milieu des piles de dossiers Ok. sur lesquels on peut passer pour aller du salon à la cuisine. Et donc moi, ça m'a un peu traumatisé parce que j'ai cette tendance-là aussi. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai acheté des petites babioles, des petites conneries, je les accumulais et puis au bout d'un moment, je vivais au milieu de tout ça. Et je me suis rendu compte que ça m'empêchait de bosser, que je pouvais pas bosser sur un bureau mal rangé, par exemple, que je pouvais pas me concentrer si j'avais trop de trucs autour de moi. Donc ça a commencé matériellement. Ensuite, j'ai eu un déclic, c'était pendant mon premier grand voyage quand je suis parti tout seul au Sri Lanka. Je suis revenu 5 mois plus tard et je suis parti en fait avec le gros sac de randonnée de ma mère. J'avais pris plein d'affaires au cas où. Le gros problème, les voyages, c'était le au cas où, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, on se dit au cas où, j'aurais peut-être besoin de 3 batteries en plus pour mon appareil photo. En fait, ce qu'on pense pas à ce moment-là, c'est que ces affaires-là, on pourrait les acheter. C'est-à-dire que s'il manque une brosse à dents, c'est pas grave, tu vas au Oui. supermarché, tu Ouais. achètes une brosse à dents. Tout peut se racheter sur place. En tout cas, si tu vas dans un pays où il y a des supermarchés, tout peut se racheter sur place. Par contre, c'est très difficile de se débarrasser des trucs. Par exemple, j'ai pas envie de jeter mes batteries d'appareil photo, c'est de certaines valeurs, tu vas pas les jeter. Donc, ce que j'ai fait finalement, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai laissé mon sac de voyage à un ami qui était à Bangkok et je suis revenu plus tard le chercher à la fin de mon voyage. Et en fait, ça m'a changé complètement mon voyage. Ça s'est passé beaucoup mieux une fois que je m'étais débarrassé de ça. Et là, je me suis dit, tiens, moi j'aime être libre, et je me rends compte d'un truc, c'est que tu te sens beaucoup plus libre quand tu as un petit sac, quand tu voyages. Et c'est pareil pour tout en fait. Il faut avoir un petit sac dans la vie, c'est-à-dire un petit sac d'affaires, un petit sac de pensée, un petit sac de responsabilité.
avoir zéro, ça veut dire que ce que tu as, c'est plus précieux. Quand tu as un petit sac cabine, je peux t'assurer que tout ce qu'il y a dedans, tu l'as choisi minutieusement. Tu as pris le meilleur, tu as pris le plus léger, tu l'as pesé pour savoir exactement minutieusement. Quand tu as un gros sac, tu prends n'importe quoi. Tu prends des gros trucs en plastique que tu ne sauras jamais. J'avais pris un pied en métal d'appareil photo qui faisait, tu vois, qui était énorme. Enfin, c'est n'importe quoi. Moins tu as de choses, plus tu choisis ces choses-là. Et ça, c'est précieux. Dans ta vie, tu vas appliquer ça à tout. Tu peux décider d'avoir moins d'amis, mais des amis avec qui tu as une meilleure relation. Tu peux décider de sortir moins, mais quand tu sors, c'est à chaque fois des endroits super. Tu peux décider d'acheter moins de vêtements, mais d'acheter des vêtements de meilleure qualité. Tu peux décider d'acheter moins de bouffe en tout genre, ou de manger moins de trucs différents, mais de manger du bio et de manger de meilleur. Donc c'est pareil pour tout en fait. Si tu appliques ça à tout, c'est-à-dire moins de quantité mais plus de qualité, déjà tu te sens plus libre, ça j'ai vraiment senti, et en plus tu te sens mieux parce que tu aimes les objets avec lesquels tu travailles. Vraiment, on aime travailler avec des bons objets, tu le sais comme moi, si tu fais de la vidéo, si tu fais n'importe quoi, on aime travailler avec du bon matériel. Et le bon matériel, c'est du matériel qu'on a choisi, et on va davantage le choisir si on sait qu'on a droit à un petit stock seulement de matériel. Et dans tes expériences de voyage, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es retrouvé à dire là j'ai été trop minimaliste ou pas? Ah, c'est pas bête ça. Mon dernier voyage, je me suis. Alors oui, ça peut arriver. En fait, le truc, c'est qu'il faut choisir ton voyage. Moi, il y a des voyages, quand je pars plus en vacances et que je suis pas tout seul, je vais emmener plus d'affaires. Je prends une petite valise, tu vois, parce que pour le coup, déjà, quand tu es en groupe ou quand tu es à deux et que tu es le seul à avoir pas beaucoup d'affaires, au final, tu trimbales quand même les affaires des autres d'une façon ou d'une autre. Si le mec met son sac en soute et que toi, tu le portes avec toi dans l'avion, tu es bien content, sauf que tu vas quand même devoir l'attendre à la fin quand il va attendre sa valise. Donc déjà, c'est à moins de sens quand tu es à plusieurs. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je suis tout seul, quand je voyage seul. Là, voyage est très léger. En fait, l'optimum, et c'est ce que je vais tenter pendant mon prochain voyage en solitaire probablement, le mieux, c'est de pouvoir voyager tellement léger que tu n'as pas besoin de repasser à l'hôtel pour poser tes affaires. Je t'explique. En gros, tu arrives dans une nouvelle ville, tu es arrivé, je sais pas, en avion ou en train. Tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas à l'hôtel. Tu te balades, tu visites, tu vas travailler dans un café, peut-être, tu te détends, tu t'écoutes des trucs et tout. Tu t'occupes même pas de l'hôtel en fait, parce que ton sac est tellement léger que tu n'as pas besoin de passer à l'hôtel. C'est ton sac de journée en fait. Et puis le soir commence à tomber, tu te dis tiens, je me poserai bien dans un lit. Tu sors ton application, Booking, machin, tu trouves un hôtel, tu réserves et tu y vas tout de suite. Et ça c'est génial, ça c'est vraiment la liberté suprême. Et ce truc-là, forcément, ça nécessite quelques sacrifices de confort. C'est-à-dire que tu peux avoir qu'un seul change. Donc ça veut dire qu'il faut faire une lessive tous les soirs, ou tu peux le faire dans ton lavabo avec de la lessive en poudre et tout, et de la faire sécher la nuit. Alors c'est un peu chiant, mais c'est le prix à payer pour avoir cette liberté totale de pouvoir se dire j'arrive dans un endroit, je sais pas si je vais dormir là ou pas, je visite, si ça me plaît, je prendrai peut-être un hôtel, sinon je bougerai. Donc pour moi, le plaisir que tu as en voyageant, en ayant cette liberté-là, et pour moi je retrouve surtout quand je voyage seul, vaut le coup par rapport à la perte de confort que tu subis à cause de ça. Donc oui, tu perds du confort, c'est un petit sacrifice, mais ceci dit, quand tu es dans un pays chaud par exemple, bon, le confort, t'as pas besoin d'avoir des 15 vêtements différents. Tu mets un t-shirt, un shirt. Moi, je m'habille en noir, donc le noir, tu peux le mettre tous les jours, ça dérange pas. Voilà, quoi, c'est pas... Et du coup, tu parlais de ton père qui était pas forcément minimaliste. Et est-ce que tu leur en as parlé ça à ton entourage ou quoi de ce côté minimaliste où j'imagine qu'ils l'ont vu et comment ils le perçoivent? Ça dépend. C'est bonne question. Comment dire? Ça dépend de ce que tu vois par minimaliste en fait. Il y a des gens qui pensent qu'être minimaliste, ça veut dire avoir aucun attachement aux objets. Ce qui pour moi est faux. Au contraire, encore une fois, si tu as de l'attachement aux objets, tu vas choisir les meilleurs qui m'emmènent en voyage. Ensuite, les gens pensent aussi que ça veut dire que tu t'en fous un peu de tout, que tu veux pas de responsabilité dans ta vie, que tu laisses un peu tout tomber, que t'es... En fait, quand tu dis que tu veux être libre, les gens ils pensent que tu veux être désengagé de tout, que tu vises pas haut, que tu veux être un peu un clodo quoi, ou un hippie. Les gens te voient un peu comme ça, ce qui est dommage en fait, parce qu'ils passent à côté de quelque chose. C'est-à-dire que quand tu veux être libre, souvent c'est... En fait, quand tu veux moins dans ta vie, quand tu veux du minimaliste, c'est aussi que tu veux mieux. C'est que tu veux de la qualité, tu veux des relations de qualité, tu veux pouvoir te focaliser. On parlait de focus tout à l'heure, mais c'est ça. Tu veux pouvoir te focaliser à 100% sur tes relations, sur ton travail, sur ce que tu aimes faire.
c'est une histoire de focus en fait, c'est une histoire de concentration. Quand tu te concentres sur quelque chose, tu le fais toujours mieux que quand tu t'éparpilles. Bah, pour moi, le minimalisme, c'est la concentration absolue dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être dans les objets, dans les relations, dans tout ce qu'on a dit, dans le travail, etc. Tu peux devenir excellent dans un domaine seulement si tu te concentres dessus. Et pour moi, le minimalisme, c'est ça. C'est surtout pas justement abandonner cette idée d'être engagé dans certaines choses. C'est davantage justement s'engager à 100% dans certaines choses tellement que tu en ignores le reste. C'est ça le minimalisme. Et c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure, moi, que je trouve géniale. C'est genre, voilà, voyager avec un sac très léger, je le conseille à tous les gens qui sont intéressés par la liberté. En termes de sensations, c'est magique comme truc, tu vois. C'est un truc, pour moi, les gens disent comment je fais pour me sentir plus libre. Pars en voyage dans un pays que tu connais pas, tout seul avec un petit sac. C'est aussi simple que ça. Et tu vas te sentir, mais comme jamais tu as pu te sentir en termes de liberté. Donc après, chacun son style, encore une fois. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une grosse caverne remplie d'objets. En plus, plus t'as de choses, plus t'as peur de les perdre aussi. Ouais. Quand t'as pas grand chose, t'as quand même cette possibilité d'être flexible, de pouvoir bouger, d'être léger, tu vois. Ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc chacun son truc. Du coup, de tous tes voyages, c'est quel pays ou quel endroit qui t'a marqué le plus? Alors, qui m'a marqué le plus, je sais pas. Alors, évidemment, il y a un aspect très émotionnel avec les voyages. Moi, mon Ah oui. premier voyage où j'ai commencé à gagner ma vie avec mon activité, où je suis devenu pleinement libre et où je faisais mes petits vlogs quotidiens tous les jours que je peux re-regarder en plus aujourd'hui, donc qui fait jouer la machine à nostalgie. C'était en Asie du Sud-Est, donc c'était Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Philippines. J'ai particulièrement bien aimé les Philippines, qui est un pays, le plus beau pays que j'ai jamais vu, sincèrement. Même s'il y a plein de problèmes, enfin pour un touriste, hein, je parle, hein. Mm. C'est-à-dire la bouffe qui est dégueulasse et la connexion internet qui n'existe pas. Pour moi, c'est les gros problèmes aux Philippines, mais à part ça, c'est tellement beau et les gens sont tellement sympas que je comprends qu'il y a des gens qui tombent amoureux de ce pays qui aillent vivre là-bas. Bon, maintenant, je crois qu'aujourd'hui, ils ont un président un peu cow-boy, donc c'est un peu chaud, mais bon, je sais pas. Et ensuite, j'ai bien aimé la Thaïlande. Il faut que j'y aille chaque année parce que j'ai des potes là-bas. Enfin, il y a pas mal de mecs qui bossent sur le web qui vivent là-bas. Ouais. C'est toujours sympa de les revoir. Il y a des gens, souvent c'est des rencontres aussi, tu as rencontré des gens que tu aimes bien, tu as envie de les revoir. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé mon premier voyage à New York que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai adoré. New York, c'est une ville qui est inspirante. Tu vois, je suis allé courir à Central Park, c'était un rêve que j'avais depuis tout petit. Moi, tu sais, j'ai grandi en regardant Friends, la série Friends. Et c'est une série vraiment qui rassemble tous les clichés qu'on peut C'est imaginer clair. sur New York. Ouais. Et donc, du coup, quand tu vas à New York, tu veux vivre comme Friends, en fait. Tu cherches un Central Park pour te poser avec tes potes, tu veux courir à Central Park, tu veux avoir un appart comme ça. Bon, par contre, la taille de l'appart qu'ils ont dans Friends, c'est pas du tout abordable pour qui que ce soit, C'est je pense, clair. aujourd'hui. Mais d'ailleurs, tu comprends pas parce que, genre, la fille, elle est masseuse, l'autre, il bosse Oui, dans c'est un bureau, vrai. etc. Puis ils ont un appart de malade, Ouais, tu c'est vois, n'importe quoi. de 150 mètres carrés en plein Manhattan. Tu te dis, mais où ils ont trouvé l'argent? C'est quoi ce délire? Le gars, il est acteur en faillite, tu vois. Enfin, il a un super appart. Enfin bref, peut-être qu'à l'époque c'était plus simple, j'en sais rien. Mais du coup, tu as envie de vivre ça, et moi j'ai vraiment vécu ça. C'est-à-dire que je me dis, ouais, c'est trop cool comme ville, quoi. C'est inspirant. Moi, j'ai jamais été inspiré par Paris parce que je suis né à Paris. Je pense que tu peux pas être inspiré par la ville dans laquelle tu es né. Ouais. Donc, j'ai pas ce rêve parisien que peuvent avoir beaucoup de gens qui ont grandi ailleurs. Mais en fait, mon rêve de grandeur, je le trouve à New York. New York, c'est un rêve de grandeur, c'est pas mal. Ok. Et du coup, tu parles, enfin, ta thématique principale, c'est la liberté et tout ça. Et on pourrait penser que du coup, il y a beaucoup de gens pour qui liberté, comme tu l'as dit, c'est voyager, c'est se barrer à l'autre bout du monde, etc. Et toi, tu l'as fait dans le cadre de voyage, mais t'as jamais eu l'envie, genre, de partir vivre là, en Asie, tout ça, dans ce coin-là? Ouais. Bah si, j'y ai pensé, bien sûr. Pour moi, la liberté, c'est quand même avant tout de faire ses propres choix. Ouais. Parce que décider d'aller vivre là-bas parce que tu as la pression sociale de tous les mecs qui disent t'es libre donc il faut aller vivre là-bas, c'est pas exercer sa liberté, tu vois ce que je Ouais. veux dire. Exercer sa liberté, c'est dire je peux le faire, mais je décide de rester là en fait. Parce qu'en fait, c'est pas si mal, c'est pas mal. Moi, j'aime bien les cafés, j'aime bien travailler dans les cafés, j'aime bien aller boire un verre avec des potes le soir. Là, je suis dans le 5e arrondissement, j'ai une petite place qui est juste en bas de chez moi qui est merveilleuse, où je peux aller boire mon petit vin chaud là, le soir quand il fait froid en hiver. Bah, pour moi, c'est ça le plaisir. Si t'as du mal à retrouver. Moi, j'aime bien l'hiver aussi. Bah, alors, pas tout le temps, mais et pas tout l'hiver. Ça, j'aime bien partir au soleil au milieu de l'hiver. Mais c'est quand même sympa d'avoir du froid. Je sais que les gens qui vivent au soleil toute l'année en ont un petit peu marre au bout d'un moment de la chaleur. Et bon, il y a plein de raisons. J'aime bien la bouffe en France. C'est un truc que je veux pas sacrifier ça. J'aime bien aller au marché le matin, m'acheter mes petits fruits bio, m'acheter de temps en temps un petit fromage, du jambon.
tu trouves pas ça en Thaïlande. Ouais, c'est sûr. Enfin, t'as des marchés aussi, t'as des trucs bien aussi, t'as une culture formidable aussi, mais c'est pas la même chose, tu vois. Je sais pas. J'aime bien la bouffe. Jamais j'irai vivre à Malte parce que c'est juste un gros caillou tout sec où la bouffe est dégueulasse. Enfin, tu vois, c'est un truc vraiment de gens qui veulent pas payer d'impôts, mais c'est pas intéressant pour les gens qui aiment la vie. Enfin, qui aiment, tu vois, je veux dire, Ouais. qui aiment profiter, quoi. Tu vois, tu profites pas. Enfin, je sais pas, je veux pas juger, mais chacun son truc. Il y en a qui ont décidé de vivre en Asie. Moi, j'aime bien l'Asie, j'adore y aller pour les vacances, pour le voyage, mais j'ai quand même ma vie, elle est quand même ici, donc pour l'instant, je vis là. J'ai mes animaux et tout, tu t'emmènes pas tes animaux, tu vois, t'emmènes Oui, pas c'est tes sûr. animaux partout, quoi, c'est compliqué. Et au final, tu voyages autant comme tu veux, vu que tu peux partir quand tu veux, quoi. Vu que t'as pas de patron, etc. C'est ça, bah, c'est ça qui est bien. En fait, ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est que les gens pensent qu'il faut être riche pour voyager tout le temps. C'est complètement faux. Par exemple, tu pars à Bali, j'ai regardé parce que on part à Bali là à Noël. Si tu pars à Bali hors vacances scolaires, ça te coûte 2 fois moins cher. Le billet d'avion te coûte 2 fois moins cher que quand tu pars pendant les vacances scolaires. Ah Ça, ouais. c'est déjà une chose. On parle quand même de 1 sur 2, donc 2 fois moins cher. C'est-à-dire que tu peux aller à Bangkok, par exemple, si tu vas à Bangkok, tu peux avoir un vol pour 300 euros hors vacances scolaires. En vacances scolaires, ça va être au moins 800, 900 euros, voire 1000, voire plus. Donc ça n'a rien à voir. Ensuite, là-bas sur place, les hôtels, c'est pareil, ils sont plus chers, tous les hôtels bien, ils sont complets. Donc vraiment, il faut le savoir, c'est que le luxe, c'est pas d'avoir de l'argent. Le principal luxe, c'est d'avoir la liberté de ton temps. Pouvoir choisir quand est-ce que tu pars, où est-ce que tu pars, choisir tes horaires de travail, pas être coincé dans les bouchons avec tout le monde. C'est ça qui rend les gens aigris et malheureux. Mm. C'est de faire tout en même temps que tout le monde, de taper les bouchons avec les gens, les départs en vacances avec les gens, les billets d'avion 3 fois plus chers. Enfin, c'est infernal. Si tu as le choix, si tu as la possibilité de partir quand tu veux, partir hors week-end, pareil, les chambres d'hôtel, entre un samedi soir et un dimanche soir, le prix, ça peut être 3 ou 4 fois plus élevé le samedi soir. Un dimanche soir, les chambres d'hôtel, il y a tous les gens qui sont en week-end qui sont rentrés et tous les pros de la semaine, enfin tous les professionnels qui vont dans les hôtels pendant la semaine qui ne sont pas encore venus. Donc le dimanche soir, tu peux avoir des chambres d'hôtel de luxe pour pas cher du tout. Tout ça, il faut le savoir en fait. Et tu peux profiter de ça si tu es indépendant. Mais c'est sûr que si tu n'as pas le choix de tes horaires, tu peux pas profiter de tout ça. C'est pour ça que la principale liberté, même le luxe, je dirais le vrai luxe, avant l'argent, le vrai luxe, c'est la liberté de son temps. Et ça, c'est quand même génial. Je sais Et plus ce que c'était la question. moi non plus, tu vois. Moi non plus. Ah oui, si, c'était sur les voyages. Et qu'est-ce que, parce que du coup, je pensais quand tu m'expliquais tout ça, bah, de toute façon, tous les métiers aujourd'hui sont liés à Internet et tout, et la création de contenu, bien sûr, comme les autres, ou les voyages pas chers aussi. Tout ça, c'est grâce aux technologies et à Internet. Et dans un monde genre où il y aurait pas Internet, ou en tout cas tu ferais autre chose, qu'est-ce que tu ferais si c'était pas de la création de contenu, ou qu'est-ce que tu aurais aimé faire, tu vois, éventuellement? Bonne question aussi. Alors, j'aurais peut-être été copywriter, Ouais. freelance si possible. Je sais que ça existait, c'est-à-dire des mecs qui écrivaient des lettres de vente. Je sais qu'il y a des mecs qui sont devenus très très riches avec ça, surtout aux États-Unis, des Gary Albert. Bon, ça aurait pu me plaire, mais il aurait fallu que je tombe dessus quand même. Il y avait peu de chances que je découvre ce truc-là et que je me dise que ça me plaise. Donc, ça aurait été compliqué. Internet, on critique beaucoup Internet, on critique beaucoup le monde moderne, mais on a tendance à voir que le mal, on a tendance Ouais. à ignorer un peu tout ce qui est bien. Internet apporte quand même une telle liberté, une telle possibilité, des telles. Enfin, pour les gens comme moi ou comme toi, tu vois, des gens qui ont ce besoin de faire leur truc tout seul dans leur coin, de leur côté, et gagner leur vie et d'être libre, Internet, c'est la meilleure invention de l'histoire de l'humanité. Tu n'as plus besoin de rentrer dans un système, tu n'as plus besoin de te faire bien voir par des supérieurs, tu n'as plus besoin de gravir des échelons, tu n'as plus besoin d'être journalistiquement connu, tu n'as plus besoin de toutes ces entités. En fait, tu peux faire ton truc tout seul, chez toi, en slip, derrière ton écran, quoi. Mm. C'est bon, t'es pas obligé d'être en slip, mais c'est quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose de génial. Donc moi, franchement, je sais pas quoi te dire. Je sais pas du tout ce que j'aurais fait il y a 20 ans. J'aurais probablement choisi une vie beaucoup plus normale. J'aurais moins de possibilités. Je me serais beaucoup moins amusé. Je sais pas si j'aurais été moins heureux, mais en tout cas, je me serais moins amusé. Ça, c'est quasiment sûr. Et peut-être que j'aurais trouvé un truc. Ça devait bien exister. Regarde, les écrivains, par exemple, c'était les digital nomades du XXe siècle. Ouais, C'est-à-dire c'est vrai. que c'était les seuls qui pouvaient comme ça partir 6 mois, un an en voyage, et puis ils écrivaient tranquillement leurs bouquins, ils revenaient, ils donnaient à l'éditeur, puis ils repartaient. C'était être écrivain, ça aurait pu être un truc intéressant. Mais encore une fois, c'est plus difficile, tu vois. Pour gagner sa vie en étant écrivain, alors c'était peut-être plus facile au XXe siècle qu'au XXIe, mais fallait trouver un créneau, fallait trouver un truc. Soit tu étais dans le grand public, dans les romans, etc. Et c'est comme sur YouTube, fallait avoir beaucoup, beaucoup de lecteurs pour gagner ta vie.
soit tu étais dans le self-help ou tu vois, ou dans les conseils pratiques, et là, tu pouvais vendre à côté d'autres choses comme des conférences, des séminaires. Tout ça, ça existe depuis longtemps, hein. Les mecs qui font du contenu pour ensuite vendre des séminaires et des conférences et de la formation, ça existe depuis bien avant Internet. Les mecs, ils faisaient un bouquin, ils développaient une audience avec ce bouquin, ensuite ils récupéraient leur adresse, à leur adresse, ils leur envoyaient une invitation à un séminaire, fallait payer 200 euros, les mecs, ils venaient à un endroit précis. C'était beaucoup plus Ouais, compliqué, c'est clair. mais ça existait déjà. Donc Internet a pas vraiment inventé de nouveaux métiers, il a juste mis au goût du jour et simplifié un métier qui existait déjà, quoi. L'aspect vente de ton métier, est-ce que c'est quelque chose que, parce que tu avais fait une école de commerce, donc j'imagine c'est que tu aimais un minimum ça, en tout cas l'idée de vendre des trucs, et du coup c'est quelque chose que tu aimes vraiment et sur lequel tu aimes bien réfléchir, parce que je sais que tu en parles assez souvent du côté vendre, et qu'il y a des gens qui ont du mal avec ce côté-là d'ailleurs. Ouais. Sur la vente, c'est quoi la question, tu me dis? Est-ce que tu aimes vraiment ça, tu vois, enfin, à quel point tu aimes Non, je ça? peux pas blairer. Non, non, c'est intéressant parce que moi, à la base, j'étais pas intéressé par la vente et je suis devenu. Ok. J'étais d'abord intéressé par la création de contenu, par la communication, et ensuite je me suis rendu compte que ça pouvait se monétiser. Mais pour le monétiser, il fallait apprendre à vendre. Donc la vente à ce moment-là est devenue fascinant, surtout que j'ai compris que la vente, c'était avant tout de la psychologie, comprendre la psychologie humaine, comprendre les leviers qui pouvaient donner envie aux gens de passer à l'action, mais aussi les motiver, les faire changer. C'est-à-dire que, en fait, quand tu apprends la vente, tu n'apprends pas seulement à vendre tes produits, tu apprends aussi à vendre tes idées, tu apprends à convaincre les gens que ce que tu dis est pertinent. Tu apprends à aider les gens quand tu fais de la formation. Tu vas aider les gens à changer, à appliquer tes conseils, à avancer. Donc en fait, la vente, c'est utile pour plein de gens et pour plein de choses. Et ça, je ne le savais pas au début et j'ai découvert après. Et aujourd'hui, c'est un des domaines, ça fait partie des domaines sur lesquels je communique beaucoup et que je mets très en avant parce que ça fait partie. En fait, moi, j'aime bien parler beaucoup des choses dont on parle peu ou dont on n'aime pas parler. Et la vente, ça en fait partie en France. On a une sorte de mépris total pour les vendeurs, alors Mm. qu'on est tous vendeurs. Et moi, je pense qu'il n'y a pas des gens éthiques qui vendent pas et des gens de l'autre côté méchants qui vendent. Je pense qu'il y a juste des bons et des mauvais vendeurs. Et les mauvais vendeurs se sont inventés une histoire pour se rassurer en disant moi je suis pas un mauvais vendeur, je suis juste quelqu'un qui estime que la vente c'est pas éthique, donc je ne fais pas de vente, donc personne n'achètera jamais mon produit. Je suis condamné à me plaindre sur Reddit et aller squatter de l'argent sur les chambres de commerce. Ça va, ça va pas couper, c'est bon? Non, c'est bon. Parce que j'ai reçu un appel. Attends, je vais mettre en ne pas déranger. Voilà. C'est bon, tu vois, ouais. Ouais. Et en fait, si tu apprends la vente, bah, c'est tout. Parce que déjà, tu te détends, parce que tu comprends que la vente, c'est pas être méchant, c'est pas manipuler les gens pour leur faire n'importe quoi. La vente, c'est un outil, c'est comme un couteau, tu peux l'utiliser pour couper des tomates, tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. Ça veut pas dire que tous les couteaux sont mauvais. Moi, j'ai le droit de faire mes salades tranquilles. Et je pense que c'est pareil pour la vente, c'est-à-dire que tu peux vendre des produits qui vont aider les gens et auxquels tu crois, et tu peux vendre des arnaques ou des produits de merde. Et la question, c'est pas de savoir si la vente, c'est bien ou c'est mal, c'est de savoir qu'est-ce que tu vends. Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que c'est juste un truc qui marche à ce moment-là et que tu t'en fous? Est-ce que tu tiens à tes clients? Est-ce que tu as vraiment envie de les aider? Est-ce que tu leur proposes des vraies solutions? C'est ça en fait. Et à partir du moment où tu penses que ton produit est bon, il faut être stupide pour se dire que tu vas pas apprendre la vente parce que la vente c'est pas bien. Si ton produit est bon, que les gens l'utilisent, c'est bien. Sinon, c'est-à-dire que ton produit il est pas bon. Donc si tu veux pas apprendre à vendre, c'est qu'au fond tu penses que ton produit il est pas bon ou que tu n'as pas la bonne éducation là-dessus. Moi, j'essaye de changer un peu l'éducation des gens sur la vente, leur dire que la vente c'est très bien, c'est un outil. Apprendre à vendre, c'est avoir un super pouvoir parce que très peu de gens s'en occupent, très peu de gens apprennent la psychologie de la persuasion et c'est génial parce que encore une fois, ça donne une compétence que peu de gens ont, ça donne un secret que peu de gens connaissent et tu peux utiliser ça et après à toi de l'utiliser pour faire quelque chose auquel tu crois et quelque chose de bien, mais si tu le fais, c'est un outil formidable. Ouais. Et c'est quoi la formation que tu as préféré faire et vendre du coup après peut-être? Alors récemment, j'ai fait une formation qui m'a beaucoup amusé. C'est une formation sur les escrocs, où j'ai analysé différentes grandes arnaques, mais des grosses arnaques, tu vois, des histoires de Madoff et compagnie, tu vois, pour essayer de comprendre quels étaient les arguments de persuasion que ces mecs-là avaient utilisés pour arnaquer des gens très éduqués, très riches et pas du tout naïfs. Donc ils ont utilisé des leviers de persuasion qui sont fascinants et j'ai essayé de les adapter à la vente pour vendre un produit bien sûr honnête et sans escroquerie. Ça m'a amusé. Une autre formation qui m'a beaucoup amusé, c'est une formation justement sur la vente qui s'appelait Comment vendre sans passer pour un escroc, où c'est que de la pure vente cette formation, je me suis amusé à la faire. Ensuite, il y a des formations qui m'ont amusé à faire qui sont pas bien vendues, donc je sais pas, j'ai dû du coup après coup, j'ai dû me dire qu'en fait, je m'étais pas tant amusé que ça, alors qu'en fait, c'était fun. Donc ça dépend des formations. J'aime bien les formations que je fais sans notes, c'est-à-dire les formations que je fais de tête. Il y a des Ok. formations comme ça où tu as
as acquis suffisamment d'expérience pour simplement allumer la caméra et parler. Et ça, généralement, tu t'amuses parce que tu es là et tu te lâches et tu vois, tu pars dans ton délire un peu comme là on fait dans l'interview. C'est-à-dire que je suis pas en train de lire mes notes comme ça, en train de suivre un plan. Tu m'offres la possibilité de parler de ce que j'aime, de ce que j'ai envie, donc ça me permet de me lâcher. Bah, les formations où tu peux faire ça, généralement, c'est les formations où tu t'amuses. Et après, puis, toutes les formations, il y a des formations qui sont un peu chiantes à faire aussi, je vais pas te le cacher. Oui, j'imagine. Et est-ce que tu t'imposes des limites en termes de sujets de formation? Parce que t'avais vendu une formation sur les crypto-monnaies. Enfin, c'est pas que de la création de contenu ou que de la vente, tu vois. Donc, Ouais. est-ce que tu as des sujets où tu dis, j'aborderai jamais, mais ou pas? Il y a deux types. Il y a des sujets où je pense que c'est pas pertinent de le faire parce que ça se vendra pas et ça intéressera pas vraiment les gens. Et il y a aussi des sujets où je pense que ça se vendra, mais c'est pas le meilleur truc que j'ai à proposer parce que ça va pas vraiment aider les gens. Et enfin, il y a des sujets où je pense que juste j'ai pas les compétences et je suis pas Ok. expert pour en parler. Tu parlais du Bitcoin, formation crypto-monnaie, c'était vraiment, par exemple, c'est une formation où j'ai pas les compétences pour faire une formation détaillée là-dessus. Donc c'est simplement une formation pour les grands débutants, pour leur apprendre à acheter leur premier Bitcoin et surtout à les sécuriser, parce que j'avais trouvé très peu de ressources en fait de gens qui t'expliquaient comment vraiment sécuriser tes Bitcoins concrètement pour éviter que quelqu'un rentre chez toi, te trouve la petite feuille et puis puisse tous te les voler. Donc ça avait bien marché. Maintenant, j'ai deux choses sur lesquelles je m'appuie pour faire mes formations. J'ai des idées qui me viennent comme ça en tête, donc parfois ça peut être assez créatif ou sortir un peu de mon cercle. Et sinon, ce que je fais, c'est que je regarde ma liste j'ai un Excel en fait où j'ai toutes mes formations et j'ai leur chiffre de vente. Donc je sais quelles sont les formations qui sont mieux vendues. Et ça me permet de savoir quelles sont les thématiques ou les leviers qui marchent le Ok. mieux et donc d'avoir la possibilité de les réutiliser. Donc, il y a une partie où je prends pas trop de risques, où je vais reprendre des sujets qui marchent bien. Par exemple, je sais que si je fais une formation sur le trafic, sur comment avoir plus de trafic ou comment avoir plus d'abonnés, ça va systématiquement marcher. Ouais. La raison pour laquelle j'en fais pas beaucoup, c'est que tu peux rapidement faire le tour de ce sujet-là et c'est pas le sujet le plus important. Les gens pensent que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de trafic, mais le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas assez de trafic, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas assez de trafic. Donc, c'est comment créer du contenu qui engage les gens, qui stimule, qui donne envie aux gens de le partager. Ça, les gens ont moins envie, ils ont moins envie de payer pour ça, et pourtant, c'est ça dont ils ont le plus besoin. Donc, je vais davantage essayer de tourner les formations vers ce sujet-là. Les gens, ils pensent tout le temps qu'il y a des secrets pour gagner plein d'abonnés. Non, il y a surtout du bon contenu, de la chance, des bonnes actions au bon moment, quoi. Il n'y a pas vraiment de secret, tu vois. C'est bon. Tu t'imposes pas euh, tu t'imposes jamais de sujet de formation, genre, je sais pas, l'année 2019 elle commence, tu te dis pas cette année je vais parler plus de trucs comme. Alors, s'il y a par exemple, cette année, j'ai beaucoup parlé de marketing et de vente. J'avais annoncé en début d'année, c'était un sujet auquel je voulais me focaliser. Je ne sais pas de quoi je vais plus parler l'année prochaine. Chaque année, je sors une grosse formation. Il y a eu Maker Pro 1, il y a Maker Pro 2. Là, il va y avoir une nouvelle grosse formation qui va changer de nom, qui va sortir fin décembre, probablement, Ok. mi-décembre, sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Donc ça, c'est ma grosse formation chaque année. En fait, le but de cette formation, c'est-à-dire que n'importe qui n'a jamais suivi quoi que ce soit, puisse suivre cette formation, monter son activité et commencer à gagner sa vie avec. D'accord, Donc, ok. je suis en train de bosser là-dessus là en ce moment. Ça, c'est ma formation annuelle, quoi. Ok. Et les mails, du coup, dans tes mails, tu te dis que ça marche bien. Et c'est pareil, comme les autres formats, tu vas continuer jusqu'à ce que tu en aies marre. Genre, tu t'es pas dit, je vais faire ça 2 mois et après j'arrête, un truc comme ça. Non, je continue jusqu'à ce que j'en ai marre. Moi, je fonctionne comme ça. Hein. Ok. Les plans à plus de 3 jours, je les suis pas, ça marche pas, tu vois. Donc, je sais pas du tout combien de temps je vais le faire. Peut-être que, alors là, j'ai l'idée, c'est une breaking news là que là, c'est j'ai l'idée de continuer les mails quotidiens et en parallèle de faire une vidéo YouTube de temps en temps parce que je me suis acheté du nouveau matos là qui a l'air assez cool. Je voudrais faire une vidéo YouTube de temps en temps, mais pas une vidéo de vente, pas une vidéo comme je faisais avant, c'est-à-dire vraiment une vidéo tuto pratique dont le but c'est qu'elle se référence sur YouTube Ok. et d'envoyer les gens ensuite de faire un appel à l'action vers mes mails, ce qui me permettrait d'avoir un canal de trafic supplémentaire vers mes mails. Oui, parce que t'as quand même 100 000 abonnés maintenant sur YouTube, même si, Ouais, comme YouTube, enfin, ça ouais, c'est monte, vrai. ça baisse, tout ça, c'est quand même pas mal, quoi. Dans les Mm. créateurs de contenu et dans ton secteur, en tout cas, il n'y en a pas non plus des millions qui ont plus de 100 000 abonnés. Du coup, maintenant, on va passer à une petite série de questions en rafale. Alors, première question, un podcast que tu recommandes, que tu aimes beaucoup. Marketing Mania de Ok, Stan Leloup. ok. Un créateur de contenu qui t'a apporté beaucoup de valeur. Jean Rivière Ok. de Marketing Naturel, sa chaîne YouTube. Il fait toujours des. Non, il fait plus de podcasts quotidiens, si. Il faisait des podcasts quotidiens à une Il époque. fait des podcasts toutes les semaines, pas forcément tous les jours, mais toutes les semaines. Ok.
Ton film préféré? Whiplash. C'est Ok. un film, je sais pas si tu l'as vu. Ça me dit quelque chose, mais non, je pense pas. Alors, ça a bien marché, mais c'est pas non plus le classique de l'année, quoi. C'est un film sur un gars qui veut apprendre enfin, non, je vais très mal le pitcher parce que je suis nul pour pitcher ce genre de truc, mais en gros, c'est un gars qui veut devenir le meilleur batteur. En plus, moi, je suis pas du tout Ok. musique à la base, mais ce film est excellent, qui veut devenir le meilleur batteur et qui se retrouve face à un coach qui est un coach super exigeant, qui est un peu pervers, tu vois, qui veut le faire souffrir, mais qui en même temps lui fait donner le meilleur de lui-même. Et ce gars-là a une ambition dévorante qui vient un peu bouffer tout le reste de sa vie. Et à la fin, ça se finit en apothéose. Et en plus, si t'aimes la musique, tu vas adorer. Il faut le voir au cinéma, mais même je l'ai revu récemment à la télé et toujours excellent ce film. Whiplash. Ok. Bah écoute, je connaissais pas. Merci pour la recommandation. Ta série préférée? Breaking Bad, je vais dire. Après, moi, je suis d'autres séries, mais Breaking Bad, disons que c'est celle qui m'a le plus. Waouh! Ouais, c'est C'est pas vrai. original hein, ce que je dis, Ouais, mais non, mais c'est normal. c'est Enfin, excellent. Elle est ouais. excellente. C'est vraiment excellent. Tout est excellent. La musique, les personnages, les acteurs. Les acteurs sont vrais. C'est ça Mm. c'est pas une série cliché. Ça Ouais, c'est pourrait vrai. tellement être une série cliché et ça l'est tellement pas, tu vois. Les acteurs sont vrais. C'est à moitié. Ils ont une face sombre, mais ils ont aussi une face gentille et aussi une face ridicule, en fait. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que c'est pas. Ils ont tout. C'est excellent, cette série. Voilà. C'est la meilleure pour moi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ouais, elle est dans le top 3 au moins de beaucoup, beaucoup de monde, ça c'est sûr. Ton livre Alors préféré? attention, parce que si vous voulez la regarder, juste si pour les gens qui veulent Vas-y, regarder vas-y. cette série, prévoyez du temps et Oui. la faites pas si vous avez un truc important ou urgent à faire, parce que ça te Ah ben bouffe ça, au quotidien, un truc de ça merde. finit binge-watcher sur Netflix, Ouais, c'est ce genre ça. de série. Ouais. Du coup, ton livre préféré maintenant? J'ai pas de livre préféré. Il y a des livres qui ont changé ma vie, qui m'ont beaucoup aidé. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est pas mon livre préféré pour autant. Euh, je sais pas. Il y a plein de livres que j'ai bien aimés. Il y a aussi mais j'aime bien Vendredi ou La vie sauvage, qui est l'histoire de Ah oui, Robinson c'est vrai. Crusoe en Ouais. fait, dans le genre plus classique. J'ai pas de livre préféré. Moi, j'aime bien faire mon truc, mais j'ai pas une bible. Et est-ce que J'ai pas un livre de chevet, tu vois, ouais, que que je garde tout le temps avec moi. tu dis pas comme Barack Obama et son livre, c'était quoi? Rules for Ouais, Radicals, je crois, un truc comme ça. ouais. Qui Bah, disait. j'ai pas moi pour l'instant. J'ai pas encore lu celui-là. On l'a recommandé, j'ai pas encore lu. Mais pour l'instant, j'ai pas de livre de chevet. Et la semaine de 4 heures, quand tu l'as lu, tu t'es dit je veux faire, je veux le faire, enfin, genre je veux vivre en travaillant 4 heures par semaine ou pas? Ouais, c'est un livre qui fait rêver. Alors, je sais pas si aujourd'hui il est toujours aussi d'actualité. C'est quand même un livre qui fait rêver parce qu'il te montre que tu peux bosser différemment, avoir des résultats bons, t'amuser, faire un truc qui a rien à voir. Euh, ouais, je sais pas. Moi aussi, je m'étais dit au moment où j'ai lu, ouais, j'ai trop envie de faire ça. Je savais pas si j'en étais capable, mais je savais que j'avais trop envie de le faire. Lui, après, ce qu'il propose, il parlait pas vraiment de ce que je fais moi aujourd'hui. Genre, il proposait de faire une sorte de business en dropshipping, en vendant des t-shirts, un truc qui marcherait probablement plus aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que ce qui est important, c'était l'idée du livre. Ouais. C'est pas un livre, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un livre pour les gens qui veulent en faire moins. C'est un livre pour les gens qui veulent en faire plus. C'est un livre sur la gestion du temps, sur le fait de réussir à déconnecter le temps du résultat, à déconnecter le temps de l'argent, à déconnecter le mérite de l'argent aussi. Ça peut te casser tes barrières mentales, donc c'est important. Donc voilà, bien aimé. Quelle est la valeur qui pour toi est la plus importante? Est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est? Alors je dirais la liberté. Euh, Maintenant, pour moi, ce qui vient toujours avec la liberté, c'est la responsabilité. Donc je dirais surtout la responsabilité. C'est-à-dire qu'être libre pour pas être responsable, ça sert à rien. Genre être libre pour passer ses journées devant la télé et rien foutre, pour moi, c'est pas, ça sert à rien. Enfin, tu vois, être libre, par exemple, en ayant trouvé un moyen de toucher plein d'allocs et donc rester chez toi toute la journée en disant hé hé, je suis en train d'arnaquer le système. Pour moi, c'est pas ma vision de la liberté. Donc pour moi, c'est une liberté responsable. Ok. C'est-à-dire c'est la liberté où tu comprends que tu vas devoir payer pour cette liberté, que tu acceptes ce prix-là, que tu mettes en avant que tu mettes en place les actions pour payer ça, euh, que tu que tu penses être responsable de tout ce qui t'arrive. Ça c'est extrêmement important. Ça fait partie des philosophies qui peuvent changer ta vie. C'est-à-dire tout ce qui m'arrive, je suis responsable. Ça ne veut pas dire que c'est ta faute. Ça Oui. veut dire que c'est toi qui as la réponse. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt dans ta famille, tu as le droit d'être triste, mais c'est toi qui es responsable de dire est-ce que je vais pleurer, je vais me laisser mourir, je vais sombrer dans l'alcoolisme pendant 20 ans et je vais foutre ma vie en l'air, ou est-ce que je vais décider de transformer cette douleur en une force quand tu te fais virer de ta boîte,
c'est te dire, est-ce que je vais être là à me plaindre pendant 10 ans et aller manifester, etc., comme si j'étais une victime, ou est-ce que je vais me dire que je suis pas une victime, que c'est moi qui suis responsable et je vais essayer de tout faire pour me donner les moyens de trouver un nouveau job. Ça veut dire aussi des choses qui sont cruelles. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas, t'es noir ou t'as un prénom étranger, c'est plus difficile pour toi de trouver un job à cause de ça, et c'est des réalités. Au lieu de te plaindre qu'il y a des grandes injustices, de dire malgré cette difficulté-là, je vais essayer de devenir le meilleur et donc de surpasser cette difficulté-là. Je sais que ça peut être choquant et ça peut être très difficile à entendre pour beaucoup de gens, mais il y a des alternatives directes et des alternatives indirectes. L'alternative indirecte, c'est d'essayer de changer le monde. L'alternative directe, c'est de te changer toi-même. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus gratifiant. Donc je pense qu'on a tous des... Alors, on en a plus ou moins. Il y a bien sûr des injustices, mais je pense qu'on a tous des faits, des choses qui nous pénalisent. Je sais pas, moi, je suis petit, j'ai un peu une tête de gamin, ça fait pas très sérieux. Au début, en tout cas, ça faisait pas sérieux quand je me suis lancé, surtout que je parlais pas très bien. J'ai toujours eu du mal à m'intégrer dans un groupe. Ça m'a toujours beaucoup pénalisé. Et ben, c'est pas grave. J'essaie de composer avec ça pour construire quelque chose qui fonctionne pour moi. Je sais pas être salarié. Je suis un très mauvais salarié. Bah, c'est pas grave. Je monte ma boîte à côté et j'essaie de devenir bon dans mon truc. Donc, il y a toujours une alternative. Il y a toujours un endroit dans lequel ça peut marcher pour nous, à la seule condition qu'on prenne la responsabilité de ses échecs et de ses succès. Donc, pour moi, c'est capital. C'est l'esprit de responsabilité. C'est aussi l'anti-victimisation. C'est ne jamais se considérer comme une victime. Malheureusement, la victimisation, c'est un mal français. C'est un truc qui nous a apporté, ça nous a apporté beaucoup d'avantages par le passé. Du coup, on en est dépendant aujourd'hui. Et dès qu'il y a le moindre problème, on se victimise, on va dans la rue, on se plaint et on essaye d'obtenir des avantages comme ça. Mais tu vois, le gars qui fait les gilets jaunes et qui sort dans la rue pour essayer de faire baisser le prix du gazole de 10%, il peut se battre et se faire chier et aller casser des trucs et tout ça pour avoir le gazole de 10% moins cher. Et peut-être qu'il va l'avoir, peut-être qu'il va gagner. Et peut-être aussi qu'il peut essayer de doubler son salaire. Et il s'en foutra complètement de payer 10% plus cher pour le gazole, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il peut monter sa boîte et d'avoir plein de succès. Peut-être qu'il peut monter un truc tellement gros qu'il n'en aura plus rien à foutre de se battre contre le gouvernement. En fait, c'est ça le truc. Et c'est ça que ces gens-là voient pas, parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont capables de rien, en fait. C'est triste pour moi. Je suis capable de rien, donc je me plains, j'essaye de faire changer les autres, parce que moi, je changerai pas, moi je suis moi, tu vois. Bah non, moi je n'ai pas cette vision-là. Donc ok, je respecte les gens qui pensent comme ça, mais moi, c'est pas ma façon de penser, quoi. La responsabilité avant tout. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment important cette notion de responsabilité et on nous l'inculque pas assez, tu vois. Ouais. En plus, on a tellement de chance, je veux dire. Ouais, toi, moi, tout le monde. On est né en France, les gars. Enfin, franchement, va voir. J'avais voyagé un moment avec un Indien. Et quand j'étais passé, je crois qu'on s'était rencontrés, je sais plus, en Malaisie. Et on voulait se donner rendez-vous ensuite en Thaïlande, tu vois, un peu plus haut sur une île. Et il m'a dit, ah ouais, tiens, ça va être cool et tout. Et ben, tu sais quoi, moi j'ai pu passer la frontière, lui il n'a pas pu passer parce qu'il avait un passeport indien et qu'ils font pas confiance aux Indiens. Ouais. Et en fait, on s'imagine même pas la chance qu'on a, ne serait-ce que d'avoir un passeport français. Avec un passeport français, tu es accueilli dans 95% des pays comme un roi. Les gens te respectent, les gens t'admirent, les gens aiment ta culture. Et on est là et on se plaint et on a tellement de chance d'être français. Ouais, je veux dire, personne te laisse mourir de faim. On donne de l'argent quand on gagne pas. On te permet d'avoir une vie, même si, ok, c'est pas une vie de luxe. On te permet d'avoir une vie décente, même si tu galères. Si tu es handicapé, c'est un des meilleurs pays pour être handicapé parce qu'on te laisse pas tomber. Si tu es une personne âgée, c'est un des meilleurs pays pour être âgé parce qu'on te laisse pas crever. Si tu as des problèmes de santé, c'est pareil. Enfin, c'est quand même un des pays où tu as le moins de raisons de te plaindre et pourtant on est un des pays qui se plaint le plus. Ouais, c'est clair. Et à un moment, il faut juste s'en rendre compte et se dire, ok, moi peut-être que ma vie elle est injuste par rapport à mon voisin parce que mon voisin il est né avec une cuillère en argent dans la bouche et c'est sûrement vrai, mais tu fais quand même partie des 5 ou 10% des gens les plus riches du monde, tu fais partie des 5 ou 10% des gens les plus libres du monde, et tu fais partie, un des passeports, je crois que c'est un des 4e ou 5e passeports considérés comme les meilleurs passeports du monde. Le premier, ça doit être la Suisse ou un truc comme ça, ou Singapour. C'est des passeports qui te permettent d'aller partout sans poser de questions, qui te permettent parfois d'avoir aucun visa à payer. On se rend pas compte de ça, en fait. Ouais, et c'est un truc, on peut créer une boîte, on peut créer sa boîte, on peut monter son truc. Enfin, voilà, tu vois, on a tout ça, faisons quelque chose avec. C'est quand même dommage de se plaindre alors qu'on a peu de même s'il y a des injustices, des inégalités, on fait quand même partie des gens les plus riches du monde. On fait tous les Français font partie des gens les plus riches du monde. Peut-être pas le mec qui dort dans la rue en bas de chez moi, mais tous les gens qui regardent cette vidéo, en tout cas, probablement le sont. Donc, faut en avoir conscience quand même de ça, quoi. Et ouais, c'est vrai qu'au final, on est un des pays qui a, sur le papier, le moins de raisons de se plaindre et on est peut-être un de ceux qui se plaignent le plus, proportionnellement en tout cas à ce que globalement on a, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Si tu avais un panneau géant que le monde entier verrait, quel message tu mettrais dessus? Ah, c'est dommage que on me l'a posé au moins 4 fois cette C'est question dans vrai? les dernières interviews que j'ai fait. Ouais. Ah, c'est C'est à cause de d'où ça Tim vient déjà? Ferriss. C'est pas le film. Ah oui, c'est Tim Ferriss qui a pris ça sur le film Billboard ou un truc comme ça, One Ouais, je Billboard. crois. Ouais. Le film, en fait, c'était une femme qui voulait sa fille avait été violée, tuée, machin, et la police faisait rien. Et du coup, elle avait mis que fait la police, ou un truc comme ça. C'est Que vrai? fait monsieur Ah, je machin l'ai de la pas vu. police. Et du coup, si tu veux, C'est on peut complètement. modifier. C'est quel email, si tu pouvais envoyer un email à tous les gens sur Terre, quel email t'enverrais? Qu'est-ce qu'il y aurait dans ton email? Putain, je me prendrais tellement de retours d'insultes. Euh, Ouais, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Moi, j'essaye pas de parler à tout le monde. J'essaye pas de convaincre tout le monde. Franchement, j'ai essayé un moment parce que je pensais avoir trouvé une mine d'or et je me suis dit, c'est l'or, il faut le partager. Et en fait, j'ai essayé de le faire et j'ai eu des réactions tellement négatives de la part de gens qui étaient jaloux, alors qui simplement disaient, ah, c'est pas pour moi, machin, c'est pas bien. En fait, de gens qui voulaient pas de ça, qui voulaient pas changer, qui voulaient pas ce truc-là, que je me suis dit, laisse-les tranquilles. En fait, l'important, c'est que les gens soient heureux. Et pour être heureux, il faut quand même vivre par rapport à ses. Il faut vivre en coordination avec sa culture, avec ses valeurs. Et il y a des gens qui ont une culture ou des valeurs tellement différentes que tu vas aller leur voir et tu vas leur dire ta culture, tes valeurs, c'est de la merde, suis-moi, suis ce que je fais. Tu peux pas être bien accueilli et tu peux pas rendre ces gens heureux en faisant ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont bien à leur place et il faut pas forcément essayer de tout changer. Donc j'ai pris envie d'écrire sur ce billboard, tu vois. J'ai pas C'est envie courageux. ouais, j'ai envie de le laisser vide et de dire faites ce que vous avez envie et puis faites votre truc, quoi. J'ai pas envie de convaincre des gens qui ont pas envie d'être convaincus. Je pense que c'est le truc numéro un, en Ouais, fait. c'est vrai. Même quand tu essaies de vendre ou quand tu essaies de créer un business ou de créer du contenu, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut surtout pas essayer de convaincre les gens qui ont pas envie d'être convaincus. Parce que tu vas vivre dans la frustration que ton message ne soit pas entendu. Tu vas vivre avec le sentiment d'avoir un grand secret que personne n'a envie d'entendre, ce qui est quand même difficile. Tu vas vivre un peu comme une sorcière, tu vois. Tout le monde essaie de te traquer, puis toi, tu es là avec ton truc et tu as un grand secret et personne ne veut l'entendre. Donc, le mieux pour une sorcière, c'est se retrouver avec d'autres sorcières et faire la fête le soir. Et ben, c'est pareil, je trouve, avec les créateurs de contenu. Tu crées ton contenu, tu le mets en ligne, tu as des gens qui vont jamais venir le voir et c'est tant mieux pour eux. Tu as des gens qui vont venir le voir, qui vont peut-être apprendre des trucs et qui vont pas aimer, tant mieux pour eux aussi. Tu as des gens qui vont venir le voir, qui vont trouver un truc, qui vont continuer à suivre, qui vont peut-être devenir clients, qui vont suivre pendant des années, qui vont s'intéresser, à qui tu peux changer la vie, tant mieux pour eux aussi. Et ben ces gens-là, tu fais des grandes soirées avec eux et puis on discute, on s'amuse, on se dit bah c'est cool, on a les mêmes rêves. Mais c'est bien d'être une minorité aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis très content d'être. Moi, ça va me faire chier parce que je sais très bien que ce boulot-là, c'est un boulot de rêve et que d'ici quelques années, tout le monde en parlera, que ça va devenir mainstream. En fait, moi, ce qui me fait le plus chier, c'est quand les journalistes vont commencer à en parler. Ça va venir bientôt, je pense. Il y aura des magazines de capital, genre c'est nouveau, les digital nomades, c'est Ouais. nouveau, je sais pas quoi, qui font je sais pas quoi. Ça va commencer à devenir mainstream. Il y aura plein de touristes, il y aura plein de mauvaise presse. On va énerver tout le monde, forcément, parce que comment tu veux ne pas énerver les gens qui ont Bah, pas c'est cette ça. vie-là quand on parle. Déjà, moi, quand j'en parle, des gens, ça les énerve, alors que, tu vois, donc si tout le monde commence à en parler, ça va énerver beaucoup trop de gens. Donc, restons confidentiels, c'est pas mal non plus, je pense. Ouais, c'est vrai que t'as raison, ça commence à venir. Bah, genre, il y a des reportages sur le coaching sur France 2 et tout ça qui sont Ouais, bien sortis. sûr. Ouais. Et c'est vrai que ça Et suscite comme beaucoup de réactions. bah, c'est nouveau et Ouais. populaire. C'est nouveau, donc les gens n'aiment pas. Puis ça remet en cause surtout tous tes choix de vie. Le gars qui a travaillé 10 ans pour devenir médecin, ou le gars qui a travaillé 7 ans d'école élitiste pour devenir ingénieur, ou tout ce qu'on lui a dit, c'est si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu tapes toutes ces études, il faut que tu en chies, il faut que tu travailles tous les jours comme un salarié. Et le gars voit des petits malins là sur YouTube qui gagnent plein d'argent en voyageant. Enfin, comment ça peut ne pas t'énerver? Ouais, c'est Évidemment que clair. c'est énervant. Donc ces gens-là, on les laisse tranquilles, on les fait pas chier avec notre bonheur, tu vois. Chacun son truc. Et puis s'ils veulent faire ce qu'on fait, bah, ils ont qu'à s'y intéresser, faire la même chose. Et puis ils verront que c'est quand même pas que des avantages et que t'as des difficultés et que t'es très seul. Et donc t'as tout ça. Bon après, moi je doute pas qu'il commence à y avoir de plus en plus de réunions. Ces gens-là se réunissent entre eux, c'est comme tout. Il commence à y avoir un peu un discours mainstream de ces gens-là, des réunions, des rencontres, des événements. Donc on n'est pas si seul que ça. Mais moi je fuis tous ces trucs-là. Moi je viens de temps en temps parce que je suis invité, parce que je peux parler. Mais en vrai, je déteste ça. Je viens jamais aux événements de mathématiques parce que moi, ça correspond pas avec ma personnalité. J'aime être un outsider. J'aime être solitaire dans mon truc. Enfin, pas vraiment être solitaire, mais être en petit comité. Ouais. C'est-à-dire avoir des mecs comme toi, tu vois. Tu me suis depuis 4 ans, forcément, on se comprend, on peut se parler, j'ai pas besoin de me justifier. Et si toi, tu me parles de tes rêves, je vais les comprendre aussi. Bah, moi, j'aime cette confidentialité-là. Je suis pas grand public, j'aime pas le grand public. La plupart des gens me font pas rêver. Et j'aime faire partie de ce petit comité. On parle pas d'élite, on parle juste de petit comité dans son coin qui a la même passion. Et exactement comme les mecs, les geeks qui se retrouvent dans des bars de geeks pour jouer aux jeux vidéo.
et ben tant mieux pour eux, et ils sont très contents comme ça, et il n'y a pas besoin de dire à tout le monde de venir dans leur bar, tu vois, sinon Ouais, c'est vrai. ça va forcément casser l'ambiance, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Bah écoute, sur ce, merci beaucoup Antoine. Bah, merci à C'était toi, vraiment c'était cool. un Est-ce que tu plaisir. veux rajouter quelque chose ou pas? Non, bah pour les gens qui veulent me suivre, allez sur mon site antoinebm.com, abonnez-vous à mes mails, j'envoie un email par jour pour apprendre à vendre et devenir libre. Voilà. Et un truc que je voulais rajouter par rapport à tes emails, c'est que il y a un effet que j'avais pas eu avec le podcast, mais quand tu fais tes migrations de format, il y a deux trois fois où je sais plus pour quel format, mais notamment là pour l'email où je me suis dit je connais suffisamment ce que tu fais maintenant pour ne plus te suivre, tu vois, entre guillemets. Mais à chaque fois, par curiosité, genre là, par curiosité, je me suis abonné à tes emails depuis que tu les fais quasiment du coup. Et à chaque fois, j'ai été genre surpris par la qualité de ce que tu faisais. Je trouve ça vraiment assez remarquable de pouvoir maîtriser tous ces formats. Du coup, Bah, je voulais te féliciter. Du coup, Antoine, bah, écoute, merci, merci c'est beaucoup. sympa. Et puis à une prochaine, peut-être. Merci à toi, salut. Voilà, j'espère donc que cette interview t'a plu. Je suis désolé pour les 2-3 petits moments où la transmission a coupé. C'est pas forcément toujours très agréable à écouter, mais je voulais pas les cutter parce que on entendait quand même le propos d'Antoine. Si cet épisode t'a plu, alors tu peux faire plusieurs choses. La première, c'est tout simplement le partager sur tes réseaux sociaux ou en parler à tes amis. Et voilà, ne pas hésiter à mentionner Antoine lorsque tu le partages sur Instagram par exemple. Et sinon, si tu veux vraiment soutenir le podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc ça me touche vraiment, c'est d'aller mettre une note sur iTunes. Et du coup, tu pourras mettre une note 5 étoiles de préférence, bien entendu. Et ça aidera vraiment le podcast à se faire connaître et à être découvert par plus de monde. Sinon, si ça c'est pour toi, si tu as des questions ou que tu as entendu des phrases intéressantes dans cet épisode ou que tu as entendu parler de livres et que tu te souviens plus du titre, j'ai mis en description comme d'habitude les notes de l'épisode où tu vas retrouver les principaux livres et trucs qu'on a cités, podcasts, etc. Lors de l'interview, comme ça voilà, tu as une petite liste s'il y a des choses que tu voulais retrouver, c'est là-bas que tu retrouveras tout. Donc je t'ai mis, c'est le seul lien qu'il y a dans la description, c'est le lien pour aller vers les notes de l'épisode. Et voilà, du coup j'espère vraiment que cette interview t'a plu. Moi à l'avenir je veux vraiment faire de plus en plus d'interviews parce que je trouve ça très intéressant d'avoir des conversations avec des gens qui ont des parcours de vie et des vies intéressantes. Et Antoine est une des personnes qui m'a le plus inspiré à faire ce podcast puisque j'écoutais des podcasts depuis longtemps mais je n'avais jamais pensé que je pouvais en faire un aussi. Et quand j'ai vu Antoine en faire, je me suis dit, c'est vrai qu'au final, tout le monde peut faire un podcast. Et donc, voilà, c'était pour moi très, très cool d'interviewer Antoine et je le remercie encore une fois. Et j'espère que cette interview t'a plu. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast et surtout, reste optimiste.